Bonjour à toutes et à tous dans ce 25e épisode du Pince Crâne. Je suis Nox et aujourd'hui on va vous parler de Warhammer 40K. Je profite de ce petit instant pour vous signaler que vous êtes bientôt 1000 abonnés sur YouTube. Ça me fait très plaisir, mais c'est pas encore représentatif de tous les gens qui nous écoutent, notamment Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict et toutes les autres plateformes en gros. Et pour nous ça serait vraiment chouette que vous fassiez un petit détour par YouTube pour cliquer sur le bouton abonnement. Et puis comme ça vous permettra de voir ce qu'on fait à côté. Et voilà, sur ce, on détape ses landes, on pioche, c'est parti. Rebonjour à tous et à toutes, et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 25e épisode du Pince Crâne. Je suis Nox, et aujourd'hui nous allons discuter, analyser et débattre sur le deck Warhammer 40 000, Magic Universe Beyond. Mais avant ça, on accueille notre invité comme il se doit. Salut Svarog. Salut, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être là. Bon, tu peux peut-être te présenter un peu pour les auditeurs ? Ouais, y a pas de souci. Eh ben, écoute, je suis un joueur de Magic et de Warhammer 40 000, les deux à la fois en même temps. C'est-à-dire que ça fait 4 ans que je joue à Magic maintenant, et ça va faire 6 ans que je joue à 40 000. D'accord. Voilà. Ensuite, en tant que faction même, dans 40 000, je joue ce qu'on appelle les sœurs de bataille et le chaos. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et en Commander, ça fait combien de temps que tu joues ? En Commander, ça va faire 3 ans. D'accord. J'ai commencé par le standard, un peu comme tout le monde, je pense. Je t'ai un peu recruté sur les internets parce que t'étais un fan un peu hardcore de 40 000 et moi j'y connaissais pas grand chose. Ouais. Et du coup j'avais besoin que tu me nourrisses vis-à-vis de ça. Mais du coup je sais que t'as un projet en cours autour de Magic ? C'est ça. J'ai pour projet de lancer une chaîne YouTube qui va être principalement sur du Commander parce que les autres formats je les connais pas assez. Il y a un format que je vais présenter qui s'appellera le Killer et ça sera un peu ça va être cool. J'espère que ça va plaire. Voilà. Ok. De toute façon, si ça intéresse les auditeurs, il y aura des liens dans la description qui se baladent, mais on passe directement sur Commander Warhammer 40 000. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit ? Ce produit, en fait, c'est 4 decks préconstruits basés sur, du coup, l'univers de Warhammer 40 000. C'est un produit qui a été fait en complète collaboration, du coup, avec Game Workshop, qui est l'entreprise qui édite Warhammer. Ouais. Et une des particularités de ce produit, en plus de nombreuses cartes exclusives liées à l'univers de 40K, c'est que toutes les cartes ont des artworks qui sont dédiés au lore, qui sont rattachés en fait à 40 000, à son univers, et ça passe par Sol Ring, Tour de Commandement, Arcane Signet. Toutes les cartes ont des arts qui sont complètement originaux et donc exclusifs. T'avais des attentes un peu toi sur ce produit, des craintes ? Des attentes, comme tout fan de Warhammer, je pense, qui joue aussi à Magic, on en avait. Et des craintes, mais... Genre, t'avais peur un peu qu'ils trahissent l'univers ou quelque chose comme ça ? Pas forcément qu'ils trahissent l'univers, mais qu'ils oublient quelque chose d'essentiel, surtout. D'accord, ok. Bon, peut-être niveau ambiance, qu'ils édulcorent un peu, aussi, le monde de 40K qui est un peu très sombre. Qui est très sombre, qui est un peu de la dark space fantasy, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ils ont carrément Warhammer a carrément inventé un terme pour cette dimension-là. Ils l'ont appelé le Grimdark. Le Grimdark, ok. Exactement. C'est ce qui enveloppe tout l'univers de Warhammer 40 000 et 30 000. Là. Ok. Je te propose qu'on mette un peu le focus directement sur les decks. Le premier qui nous a été révélé, c'est le deck du coup Tyrannide.
Donc voilà, c'est un deck qui est basé notamment sur les marqueurs +1/+1. Mais alors, c'est quoi des tyrannides? Parce que là, comme ça, moi, ça me fait penser à des slivoïdes un peu. Ouais, on peut dire ça, c'est des grosses bestioles un peu dégueulasses qui vont essayer de corrompre à peu près tout pour manger, en fait. Leur but, c'est de manger la biomasse des planètes, voilà, D'accord, ok. C'est de la saloperie. Un peu comme les Zerg, si tu veux, de Starcraft, c'est vraiment de la saloperie, quoi, ça bouffe tout ce qu'il peut. D'accord, ok, c'est du nuisible intergalactique. Ouais, c'est ça, c'est un peu les rats. donc du coup, on a un premier deck qui est basé sur les marqueurs +1/+1, notamment avec le maître de l'essaim, qui est donc du coup couleur Témur, 5/5 pour 6, qui gagne 2 marqueurs +1/+1 pour chaque fois où on le caste depuis la command zone. Et il dit aussi que à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle, qui a un marqueur sur elle, meurt, on pioche une carte. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette carte déjà? Alors, la carte en elle-même, c'est un deck qui se base sur des marqueurs, qui est pas forcément dans les couleurs vraiment attendues. Alors, Simic, pourquoi pas, rouge, pas trop. Il y a plusieurs trucs qui me dérangent, en fait. La carte me dérange un peu, parce que je trouve qu'elle va pas assez loin, dans le sens où elle a déjà une capacité de mort pour des couleurs qui n'ont pas le noir, et ça me choque un peu. Ouais. Du coup, ça va être dur de capitaliser sur cette capacité, alors que pour moi, ça me semble être la plus intéressante, alors que l'autre, elle me semble un peu faible pour une créature qui a pas d'évasion. Ouais. En fait, à mon sens, soit ça aurait dû mettre 3 marqueurs au lieu de 2, soit il aurait dû avoir le piétinement. Ouais, le piétinement aurait été bien, c'est vrai. Après, je sais pas. Ou diminuer peut-être de 1 son coût, ouais, son coût en mana, ouais. Peut-être. Une 5/5 pour 5, et du coup qui arrive avec 2 marqueurs, du coup une 7/7 pour 5. Ouais, je suis d'accord, ça aurait été bien, quoi. Ça aurait fait un bon Stampy. C'est ça. Et c'est qui le maître de l'essaim, du coup? Maître de l'essaim, c'est celui qui, comme son nom l'indique, dirige l'essaim. C'est-à-dire que les tyrannides sont érigés en plusieurs, on va appeler ça des ruches. En plusieurs ruches, il y a, pour citer les plus grandes, c'est Kraken, Léviathan, Chronos. Et du coup, eux, c'est les chefs qui dirigent les tyrannides pour savoir là où on va attaquer, par exemple. Et là où on va manger, par extension. Ok, c'est un peu les leaders des assauts. C'est les leaders qui conquièrent les planètes, quoi. Ouais. Ok. Le commandant alternatif de ce deck, par contre, il me chauffe vachement plus. C'est Magus le Arcane, d'ailleurs que j'ai commencé à builder de façon assez intensive. Alors, elle, par contre, c'est une humaine. Elle a pas du tout la même gueule que ses autres copains. Donc, je suis un peu choqué. Ouais. C'est parce que c'est pas une tyrannide en elle-même, c'est une Genestealer. Donc les Genestealers, c'est des humains corrompus par la flotte ruche, qui sont donc là pour faire un peu comme des signaux à travers la nuit. C'est vraiment les phares qui attirent les maîtres des essaims, et leur but c'est de se faire bouffer. Voilà. Ils sont là ils font des révoltes un petit peu depuis les sous-sols, et au fur et à mesure que les tyranides arrivent, ils se laissent bouffer, en fait. Voilà. D'accord, c'est un peu genre des balises qui attirent les flottes, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, en tout cas, ce commandant, il est vraiment intéressant. Pour 4, c'est une 1/1, toujours dans les couleurs Témur. Elle dit qu'au début du combat, pendant notre tour, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Mais c'est surtout sa deuxième capacité qui est super chouette, qui dit qu'en l'engageant, on ajoute 2 incolores. Et en gros, quand on lance avec ce mana un sort à X, que ça soit une créature ou un rituel, ou même que ça soit une capacité, du moment qu'il contient X dans son coup, on peut copier cette capacité ou ce sort. Pour moi, c'est très strong. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des combos à faire. Il y a forcément un truc, tu pars en storm facilement avec ça. Peut-être en la dégageant, quelque chose comme ça. Ouais, avec
un X-Boom, un doubleur de mana, ouais. Et quelque chose qui... Il y a pas les et quelque bracelets. chose qui la détape. Ouais, peut-être. Les bracelets, tu sais, dans des Ravnica, là, le bracelet d'illusionniste, je crois, le nom de la carte. Qui fait, ouais, peut-être ça doit trigger. fonctionner. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire du mana infini, mais de base, elle est quand même hyper intéressante parce qu'il y a énormément de sorts à X, notamment dans ses couleurs, que ça soit bleu pour de la pioche, vert pour du tutor de créature ou rouge pour du blast direct. Moi, faire des doubles Green Sun Zenith, ça me parle beaucoup. Ouais, j'imagine bien, ouais. Et le deck, il est absolument pas en reste parce que il y a énormément il y a pas mal de créatures à X et de sorts à X dans le deck en général, notamment la plupart des tyrannides, en fait, ils ont des coups à X dedans, un peu à la manière des hydres, et ils ont une nouvelle capacité qui s'appelle la voracité, qui dit que du coup, si X dans leur coup a été payé et qu'il est supérieur ou égal à 5, on va pouvoir piocher une carte en plus. Et ce qui est intéressant avec ces tyrannides là, c'est que contrairement aux hydres, ils ont souvent des statistiques déjà égales à leur coup de mana de base, quoi. Je pense notamment aux gardes du tyran, qui en fait coûte X, 2 incolores, 1 vert, mais qui est de base 3-3. Donc ça veut dire que si on le paye 3, ça sera une 3-3, si on le paye 4, ça sera une 4-4, et ainsi de suite. En plus, lui, il a le bon goût d'avoir une autre capacité, qui dit que quand on le sacrifie, les créatures qu'on contrôle avec des marqueurs, elles acquièrent la défense talismanique et l'indestructible. Du coup, ça en fait une belle créature polyvalente, un peu mid-range, quoi. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et du coup, avec Lucia Kane, on peut le doubler, en fait, techniquement. Ouais, on peut doubler, ouais. Moi, j'aime bien le principe de cette capacité, parce que ça renvoie bien au fluff, en fait. C'est cool. À quel niveau ? Ils ont toujours cette fin inarrêtable, enfin inextinguible, je sais pas comment l'expliquer, ils sont tout le temps insatiable, à la recherche, insatiable, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, insatiable, ils ont toujours cette fin insatiable, du coup, ils sont toujours à la recherche de nourriture, et du coup, le côté voracité, franchement, ça représente bien ce côté-là, c'est pour ça que j'aime bien. Ils peuvent manger du coup la biomasse, le mana. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est traduisible par le mana, du coup. Mais ok. Et du coup, moi j'aime vraiment bien parce que ça soit du coup en début de partie ou tour 5, 6, 7, tu vois, en fait, la créature pourra être proportionnelle, entre guillemets, elle pourra avoir un impact qui est proportionnel à peu près là où t'en es dans la partie. Et même si c'est pas une carte complètement game breaker, hein, loin de là, mais ça donne une utilité un peu supérieure à ce que peut être la carte de façon, la carte sans la voracité en tout cas. Il y a un commandant que j'aime bien, qui a un autre commandant alternatif mais couleur Gruul dans ce pack. Alors ça a été traduit par mort subite, arme de terreur. Pour 4, c'est une 3-3 tyrannide qui a le flash et la célérité. Alors c'est pas forcément des mots-clés qu'on voit beaucoup ensemble. Mais surtout, il dit que les créatures que l'on contrôle qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci ont la double initiative. C'est pas commun du tout comme design en Gruul. Ouais, c'est pas commun. Déjà, flash en Gruul, c'est pas trop commun. Mais en fait, là, la bonne blague, c'est que si on t'attaque, du coup, tu peux le caster. Il va être 3-3 double init. Et derrière, il va refiler la double init aux créatures que tu contrôles qui ont la célérité. Parce qu'a priori, si tu peux pas attaquer, ça sert à rien de leur donner la double initiative. Du coup, c'est un tribal célérité, en fait. Il propose un tribal célérité. C'est vrai, tribal célérité, ouais. Un peu comme dans Ognis en New Capella. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, moi c'était une carte que j'aimais bien, et je sais je connais quelques builders qui veulent se la tenter en duel commander avec. Ah ouais? Du coup, je trouvais ça chouette, ouais. En duel commander? Ah, je vois vraiment pas comment on l'a construit. En fait, le fait qu'il ait le flash fait que tu peux tourner un petit peu autour de contrôle. En fait, ça empêche aussi de te faire attaquer par une bête parce que du coup, t'as une réponse en command zone. Ouais. Okay. Et derrière, t'as un build très très agressif.
très très agressif. Bon voilà, après ça, je le vois mal en god tier hein, quand même. Oui, bien sûr. Mais je trouve ça toujours intéressant à build. Ouais. Toi, il y a quoi comme carte qui t'a marqué? Moi, en première carte, il y a le Biophagus. Qui est un petit dork, une 1-3 pour 3, une 1-3 pour 2 pardon, dont un vert, qui fait que quand il s'engage, on ajoute un mana de n'importe quelle couleur. Si ce mana a été casté a été utilisé pour caster un sort de créature, elle entre avec un marqueur +1/+1 additionnel sur elle. Ouais, c'est gros, hein. C'est gros. Ça fait vraiment un bon staple des jeux marqueurs, en fait, tout simplement. C'est ça. Je vois pas dans quel monde tu le joues pas dans des decks un peu comme Atraxa. Du coup, il va pouvoir faire la couleur que tu veux, caster Atraxa tour 3, et derrière, Atraxa, elle va proliférer son propre marqueur. Bah ouais, en fait, c'est... Limite, j'allais pas dire un... Bah si, c'est un must-have. C'est un must-have de tous les jeux... Marqueur +1/+1, je suis complètement d'accord. En plus, il est monocolore, il y a rien de mauvais, il arrive pas à engager, il est juste là, il a pas la célérité. Ah, quel dommage, quoi. Ouais, puis au final, tu vois, un 3 pour 2, c'est quand même un meilleur bloqueur que 2-2, et il a le bon goût d'être humain et wizard. Ouais. Genre, c'est solide, quoi, tu vois. Ouais, enfin... c'est des tribus qu'on voit souvent en plus. Donc, ouais, non, c'est très très fort. Ensuite, moi, il y a le Venom Trop. Donc, qui me fait un peu de l'œil, mais c'est parce que un ami m'a parlé d'un jeu mutation. Et comme il a plein de mots-clés, je trouvais ça rigolo. Donc, je vais te le présenter, c'est une 2-2 pour 3. En simic, donc un incolore, un vert, un bleu, qui a le vol, le contact mortel et l'exproof. Ouais. Donc je trouve ça rigolo juste dans les decks mutate. Ah bah carrément, si t'arrives à le mutate avec quelque chose qui a le piétinement, ça devient encore plus con. Bon, quoique vol Death Touch, je pense que au final ça suffit. Non, il est vraiment chouette, ça c'est un bon tronc pour mutate, carrément. C'est non, je suis d'accord, ça rentrera vraiment bien dans ces packs là. Moi, il y a une carte un peu plus staple qui me parle. Alors, je voulais en parler parce que, à mon sens, c'est pas qu'elle fait nécessairement polémique, hein, mais c'est ça me dérange un peu de voir des cartes aussi généralistes dans des packs exclusifs. Alors, c'est un enchantement qui s'appelle Ombre dans le Warp. Pour 3 couleurs Gruul, c'est un enchantement, donc bon, ça rentrera pas dans tous les packs vu que c'est déjà couleur Gruul, mais ça dit surtout que le premier sort de créature qu'on lance à chaque tour coûte 2 de moins à lancer, et ça, bon c'est déjà pas mal, mais ça a surtout une deuxième capacité qui est un peu strong, qui dit que à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort non créature à chaque tour, il prend 2. Ok. Bon, sa deuxième capacité est plutôt anecdotique en réalité, mais la première elle est vraiment intéressante, et d'ailleurs elle se combine vachement bien avec Mort Subite, hein, le commandant Gruul que je citais un peu plus tôt, parce que du coup le fait que tu joues des créatures si tu as des créatures avec le flash, c'est plutôt intéressant, parce que du coup les créatures vont coûter 2 de moins à chaque tour, même ceux des adversaires, quoi. Ouais, bah oui. C'est très très fort. La carte, c'est un peu comme d'un moindre niveau bien sûr, mais c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait avec le Secret Lair The Walking Dead, avec Rick, tout ça. Rick qui est devenu carrément un staple des jeux humains avec Dangerina Kudrow dans les jeux comme ça. Là, bon, ça va être un peu plus facile d'accès, donc ça va faire un peu moins chier, mais bon. C'est toujours encore ouais, voilà. C'est un peu ambigu quand même comme carte, tu vois. En fait, dans quel monde t'as pas envie de jouer ça dans un Tribal Dragon par exemple? Ouais. Dans donc Xenagod, tu vois, c'est pareil. Tous tes sorts de créatures coûtent 2 de moins. Le premier en tout cas, ça reste relativement bien, souvent dans des packs où tu joues des grosses créatures très impactantes à 6, tu vois. Sinon, côté fluff, elle est incroyable la carte, ça aussi. Ouais. Parce que l'ombre dans le warp, c'est l'effet que les tyrannides font
sur les mondes qu'ils attaquent, c'est-à-dire qu'ils coupent toute connexion psychique avec les Psykers et le reste de l'Imperium pour les empêcher d'appeler à l'aide. Ah ouais, ok, d'accord. J'avais compris que le warp en fait c'était genre le réseau de télécommunications, un truc comme ça. C'est ouais, un peu ça. On va dire un peu ça sans rentrer dans le détail, c'est que t'as deux dimensions, le warp et le matérium, et disons que le warp c'est là où il y a tous les pouvoirs psychiques qui passent, et du coup les communications. D'accord, ok. Les voyages. Ok, c'est un peu le monde ésotérique parallèle, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui t'ont marqué dans ce pack? D'autres cartes, il y en a deux. Il y a l'Hiérophant de Biotitan. Yes, ok. Qui me fait penser un peu à Galta. Mais parce que c'est une grosse bébête 12-12 pour 12. Mais on peut diminuer son coût en retirant des marqueurs. C'est-à-dire un marqueur retire 2 mana incolores. Ce qui finalement dans un jeu marqueur va être rentré absolument tout le temps. Et du coup c'est une 12-12 pour 12, donc pour 2 verts, qui a la vigilance, la portée et la parade 2. Et elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force 2 ou inférieure. Ouais, c'est un sacré gros steak. Ouais, pas mal de mots-clés aussi d'ailleurs, lui aussi. Hein. Et ouais, après je me demande si vraiment, tu sais, ouais, dans un jeu marqueur, est-ce que t'as vraiment envie de retirer tes marqueurs? Je sais pas. Après, tu vois, ça demande que d'en retirer 5, ce qui est pas non plus. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas non plus énorme, même si ça fait un petit nombre. En tout cas, après, si tu fais une 12-12 pour 4, ça passe aussi. Hein, t'es pas obligé de retirer complètement tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu un Galta pour les marqueurs finalement. C'est ça. Puis le fait qu'elle peut pas être bloquée par des forces de 2 ou de moins, je la trouve assez violente cette carte. Sachant que c'est la plus grosse bestiole possible dans les ruches tyrannides. Hein. C'est vraiment c'est la vrai plus grosse bestiole, ouais. D'accord, ok. Quand t'es en face, il me semble que ça fait la taille d'un titan. Un titan c'est, ouais, je dirais 40 mètres de haut, mais pas loin. Donc ouais, t'es en face, t'es en mode D'accord, donc la figurine, elle doit être, je suis sur énorme. Table, elle est imposante de fou. D'accord, ok. Une autre carte peut-être? Le Toxic Ryan. Yes. Qui est une 2-4 pour 4, dont un vert. Portée, ouais. Death Touch. Je crois que j'aime bien Death Touch chez portée ou vol, je crois. qui dit que, en gros, les landes que l'on contrôle s'engagent pour n'importe quelle couleur de mana et perdent toutes leurs autres capacités. Pour moi, c'est très très fort. Et c'est un peu l'effet Blood Moon, mais un peu fixe. Ouais, je suis d'accord. Bah déjà, c'est relativement rare d'avoir de la hate de land directement sur des créatures. Bon, on pense du coup à Magus of the Moon, mais là globalement, c'est quand même plus fair en fait, parce que bon, c'est moins oppressif que peut l'être une Blood Moon effectivement, qui vont transformer carrément qui va transformer ta mana base en montagne. Là, ça dit bon, ok, tu fais quand même les couleurs que tu veux. Par contre, si ça a des effets à la con, bah ça fonctionne pas. Du coup, c'est pas trop mal parce que ça casse la gueule à Cabal Coffer, Nykthos, Field of the Dead. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est non, c'est une belle carte. En fait, c'est une belle carte de hate, mais qui est pas trop oppressif. Tu vois. Ça va juste empêcher de dégénérer tout simplement en fait. C'est clair. C'est juste là pour calmer un peu les joueurs qui se sont dit tiens, on va mettre plein de mana base assez agressive et pas trop de terrain de base. Donc il y a une autre créature un peu bourrine de ce pack que j'ai oublié, c'est le vieux borgne. C'est une créature légendaire tyrannide 6/6 pour 6 piétinements qui dit que les autres créatures qu'on contrôle ont le piétinement. Donc bon, ok, donc c'est un lord pour à peu près tout, soit. Ouais. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il crée lui-même un 5/5 vert tyrannide. Ouais. Donc en gros pour 6, ça met 11 de force. C'est ça. Ça donne le piétinement à tout. Et en plus, il a une capacité de récursion qui dit qu'au début de notre première phase principale, donc après la pioche quoi, on peut se défausser de 2 cartes et le renvoyer depuis le cimetière dans notre main. Ouais.
Je le trouve vraiment vraiment rigolo, même à builder juste comme ça pour lui, parce que du coup c'est un peu un commandant qui triche avec la taxe, quoi. Ah oui, oui, oui. Et bon voilà, c'est pas incroyable, mais c'est une bonne carte de manière générale, quoi. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Bah moi, elle m'a fait rire parce que je connais le lore et que ça me fait... c'est le vieux Born, quoi. C'est un peu... c'est une figurine un peu connue, du coup. Ouais, c'est une figurine un peu connue et enfin, il y a des petites blagues entre joueurs de mon club où on dit que c'est le Jean-Marie de Le Pen des Tyrannides parce que c'est le vieux Born, parce quoi. qu'il a le vieux Born, ok, c'est d'accord. ça. Voilà. Ouais, effectivement, ça passe bien, c'est bien adapté. Mais en plus, la ressemblance est C'est frappante, évidemment. Non, elle revient tout le temps. C'est ça, bah oui, bah c'est ça le Front National, ça revient à chaque fois. Ah merde. C'est insupportable. Bon. Je te propose d'enchaîner direct avec le deck KO. Ouais. Le deck KO qui est mené par Abaddon le Fléau. Abaddon, ça me parle. Moi qui suis pas, je connais pas bien 44, mais ouais. Abaddon, le nom m'est pas inconnu. Mais déjà, c'est quoi bon, le chaos, ça doit être les méchants, je dirais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de méchants ou de gentils. C'est ça. D'accord. C'est pour ça le principe de Grimdark, c'est que même dans l'Imperium, donc qui sont censés être les gentils de l'histoire, parce que c'est eux qui préservent l'humanité. Ils sont pas si gentils que ça au fin de compte, mais d'accord. Du coup, le chaos, ouais, c'est les grands méchants, c'est la corruption, c'est la dépravation, c'est les démons, c'est plein de trucs pas cool. Et du coup, Abaddon, c'est le chef qui a reçu toutes les bénédictions des 4 dieux, et c'est le seul qui est capable de rassembler toutes les autres factions du chaos pour faire des croisades, en gros. Au nom des 4 dieux. C'est l'unificateur du chaos. C'est ça. Et il a fait... c'est lui qui a, du coup, dans le lore, pété les pylônes de Kalia, donc c'est ce qui permettait de... Il y a on va dire un vortex qui ouvre vers le warp, donc et les royaumes du chaos. Et ce vortex a été déchiré pour faire ce qu'on appelle la cicatrice malédictum, et du coup qui déverse le chaos, les démons et tout à travers l'univers. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le fléau, en plus de bien embêter les gens, on va dire que... Parce qu'il a bien foutu le sbeul. Il a bien foutu le sbeul, ouais. Il a déchiré la galaxie en deux, quoi, en gros. Rien que ça. De toute façon, la carte, elle a l'air de bien foutre le sbeul aussi. Du coup, il est couleur Grixis, bleu, noir, rouge. Il a une mana value de 5. C'est une 5-5 piétinement. Donc bon, jusque-là, pas de problème. Et dit que pendant notre tour, les sorts qu'on lance depuis notre main avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, on la cascade X. Ouais. X étant du coup la quantité de total de points de vie qu'on a fait perdre à nos adversaires, que nos adversaires ont perdu sur sorcier, ouais. Donc, alors, ça veut dire que en gros, si chaque adversaire a perdu 1, du coup ça fait 3, ça veut dire que tous nos sorts à 3 dans nos mains, 3 au moins, on la cascade, d'accord. Donc ça veut dire que si lui, il a touché un adversaire, directement, genre il a mis 5, ça veut dire que tous les sorts qu'on a dans notre main ont cascade. Ok. Ouais. Ça a l'air de bien foutre le sbeul quand même. Là comme ça me parle plutôt bien. Ça triche très très vite sur ce qu'il y a dans sa main, quoi. Ouais, et puis ça marche vachement bien avec tu sais les sorts qui infligent genre 2 à chaque joueur, tu vois. Ouais, bah oui. Évidemment. Et du coup c'est une belle, enfin c'est un moyen un peu efficace de capitaliser sur sa capacité rapidement. Ok, t'en penses quoi toi de ce main commandant? Est-ce que déjà tu voyais Abaddon faire un truc un peu comme ça ou... Alors, le design exact de la carte d'Abaddon, je l'aurais pas pensé comme ça. D'accord. En tout cas, en tant que main commandant, je l'attendais. C'est la figure du chaos, on va dire. Ouais. Parce que c'est l'élu des 4 dieux, donc forcément, on l'attendait. Le design en lui-même est rigolo, parce que dans Grixis, je crois pas qu'on voit beaucoup de cascades. C'est pas les couleurs que je joue, donc je peux pas te dire, mais... Alors, il y avait eu un commandant qui était, du coup, il me semble,
dans ces couleurs-là avec une en plus qui cascadait. J'ai absolument plus. C'est Idris. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Qui faisait à peu près la même chose, mais avec une couleur en plus. Sauf que là, globalement, on a de meilleures statistiques, on a une capacité d'évasion, et c'est un peu plus permissif, parce que Idris devait toucher, il me semble. Ouais, ok. Il devait toucher un adversaire, alors que là, on parle juste de perte de PV. Donc c'est plus permissif sur de meilleures statistiques. Bon, donc tout est bon, quoi. C'est ça, on perd juste une couleur, par contre. Ouais, bah, faut pas trop en demander non plus. ouais, ça passe. Ok. Bah, franchement, moi je l'aime bien, ce petit abadon là. Il va faire des bêtises sur les tables. Ouais, il a l'air un peu débilus, mais il y a une deuxième thématique du coup dans ce deck KO, c'est une thématique démon, et elle est soutenue par le commandant alternatif qui est Be'lakor, le maître des ténèbres. Exactement. Donc un gros démon noble, qui est une 6-5 pour 6 avec le vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche X cartes, on perd XPV, X étant le nombre de démons qu'on contrôle. Donc on a là un tribal démon, mais ça s'arrête pas là parce que à chaque fois qu'un autre démon arrive sur le champ de bataille, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Alors du coup, on a un commandant tribal démon qui fait des trucs quand il arrive, et qui fait des trucs quand il est là. Ouais. Et qui a le vol. Ouais, qui a le vol, bon, tant qu'à faire. Ouais, qui a une bonne capacité d'évasion, des bonnes statistiques, parce que sinon c'est pas drôle. Non, c'est pas mal. Bon, il coûte cher, mais de toute façon, il fait des gros effets, donc du coup, ça me choque pas. Non, ça me dérange pas non plus. Moi, je m'interroge un peu sur la structure du deck en général, parce que pour moi, c'est relativement dur de casser des démons dans ces couleurs-là. Ils en ont rajouté des démons, avec ce pack-là. Ouais. On en parlera après, je pense. Ouais, carrément. Mais je sais pas, ça demande pas mal de setup, tu vois, en fait. Ouais. C'est ça, t'as beaucoup de démons. Avec un stick attack, en vrai, tu fais, si tu dois faire entre guillemets un one shot sur le tour, t'arrives, tu fais Be'lakor et après, tu vas avec des combos, je sais pas comment tu peux faire, mais je sais pas, t'as un petit truc. Des combos, tu vois, c'est pas. Un petit truc. Il y aura certainement il y aura peut-être une combo à tomber dessus parce qu'il me fait penser un petit peu tu sais au dragon qui inflige des blessures quand t'as une créature qui touche le board. Donc peut-être la terreur d'épique. Ouais, il me fait penser un peu à ça, donc peut-être qu'il y a un boui-boui à faire. Je suis pas bien sûr, mais en fait, la question que je me pose, c'est que, bon voilà, les démons, en général, ça coûte cher, donc tu vas avoir un deck avec une mana value un peu forte, certainement pas mal de ramp au final. Et du coup, quand tu vas jouer Be'lakor, déjà, quand est-ce que tu vas le jouer en termes de tempo, mais surtout, combien de démons tu vas avoir sur le board quand il va toucher la table, tu vois. C'est surtout ça, combien, en fait, de cartes il va te faire piocher Je pense qu'en moyenne, il va faire piocher entre 2 ou 3 au final, parce que c'est relativement dur de caster beaucoup de démons, et puis surtout, une fois que tu te le fais gérer à recast, c'est un peu compliqué, c'est quoi. Vrai. Donc je pense qu'il va pas falloir lésigner sur la protection, les contres, la récursion aussi, hein, d'ailleurs. En tant que lore, pour te le situer un peu, on va dire que c'est le premier Prince Démon. C'est le premier, du démon, du chaos universel, c'est le premier des démons qui est apparu dans le Warp. Donc c'est un mec pas cool, il est là depuis très très longtemps et il fout la merde un peu partout où il passe, donc pareil. Ok, donc du coup il est vraiment important dans le chaos, quoi. Dans le chaos, ouais, c'est ça. Il est plutôt costaud, quoi. Et franchement, en tant que lord, pour des démons, c'est totalement logique. Donc non, ça me paraît pas si déconnant qu'il soit... Que ça soit lui en commandant alternatif, ouais. C'est ça. Et du coup, ce deck, il est absolument plein de démons. Je sais qu'une des cartes que t'aimais bien, du coup, c'était un peu... c'était un démon qui permettait de l'aider un peu à être casté. C'est le héros de Slaanesh. De Slaanesh, exactement. Donc Slaanesh, c'est le dieu de l'excès, pour ceux qui ne savent pas, mais de tous les excès. C'est pour ça que les autres dieux ne l'aiment pas, parce que dans leur excès, il peut grossir et il peut se nourrir. Et du coup, ils sont pas contents, parce que plus il y en a un qui devient fort,
plus les autres s'affaiblissent. Et du coup, ils veulent pas être remplacés par ou dominés par Slanesh. Bref, ça c'était pour le point lore. Du coup, l'héros de Slanesh, c'est une 2/2 pour 3, dont un rouge, qui dit que les sorts de démons que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Et les autres démons que vous contrôlez ont la célérité. Alors, déjà au niveau de la célérité, c'est totalement Slanesh, ça c'est cool. Le coût réduit des démons, tu passes pour 6, une 6-5 vol pour 4, une 6-5 vol, là ça change totalement le truc. Ouais, et là pour le coup ça rentre vraiment vraiment bien dans la curve quoi. Hein, ouais. Et là on est content. Là on est content parce que du coup, pour le coup avec le héros de Slanesh, admettons, allez, Golden End, t'as Sol Ring et le héros dans la main. Ça veut dire que tour 1 Sol Ring, tour 2 héros, et tour 3 commandant. C'est ça. Tu poses le commandant, hop, tu pioches 2. C'est ça. Hop là, c'est pas mal. Comment ça, j'ai perdu des cartes, c'est faux. non, c'est une très belle carte et tu vois, typiquement, je pense que quitte à monter Belalcor, tu vois, je pense que ça manque de cartes comme ça en fait. Tu vois, un peu plus de cartes comme ça et je pense que t'as vraiment un pack qui tient la route. J'en ai vu une autre. Ouais. J'en ai vu une autre, c'est le Blood Crusher of Khorne. Donc je peux pas te dire le nom en français car je l'ai plus en tête. Ouais. Et qui dit que les autres démons que l'on contrôle, enfin il a trample et il donne trample aux autres démons aussi. Tu vois. D'accord, ok. Dans le même style, mais il est un peu plus cher. Il me semble, c'est pour ça que je l'ai pas pris pour la présentation. Mais voilà, donc il y en a quelques lords comme ça des démons dans le pack, donc c'est plutôt cool. Ouais, pour 4, c'est l'écarisseur de Khorne. Exactement. Pour 4, c'est une 3/3 démon et chevalier. Ouais. Il a le piétinement et il dit que les autres créatures qu'on contrôle ont le piétinement. Ouais, il est sympa, mais il a pas ce truc-là, réduction de coût, en fait. Réduction de coût, bien sûr. Mais bon, il donne un trample, c'est cool. En théorie craft, ce que t'aimes bien, c'est-à-dire que quand t'as un commandant qui fait de la pioche ou du card advantage en général, en fait, t'aimes bien mettre soit de la réduction de coût, soit du ramp dans ton pack, et inversement, en fait. Quand tu vas avoir un commandant qui va faire du mana, tu vas préférer mettre de la pioche. Ouais. Mais donc c'est pour ça, tu vois, Tribal Démon, moi je vous conseille, si vous décidez de monter Belalcor, mettez du ramp, genre vraiment. et de la récursion. Y a pas vraiment. un caillou qui fait diminuer le coût des démons, Urzatran, je crois. C'est un truc tribal, tu dis. C'est ça, c'est un artefact incubateur d'Urza. C'est ça, incubateur d'Urza. T'as corps du héros qui te fait diminuer de 1 et qui te donne plus 1. C'est ça. Je pense que c'est vraiment le genre de truc qu'il faut un peu jouer de manière générale pour pas trop se faire punir dans notre deck. Hein. C'est clair. Et dans les démons, moi, qui m'ont vraiment rendu admiratif, vraiment pour ce deck, c'est le buveur de sang. Je me demande même si c'est peut-être pas la meilleure créature qui a été du deck déjà. Ah, carrément du deck. Je pense que du deck c'est peut-être la meilleure créature. Et si je la tag un peu haut, c'est peut-être même la meilleure créature de tout ce set parce que je la trouve vraiment incroyable. Pour 6, c'est une 6/6 vol piétinement. Donc du coup démon mono rouge. Hein. Et elle dit que quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, on la dégage et cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Et par contre, il peut attaquer qu'un seul adversaire à chaque tour, quoi. Donc ça veut dire que à chaque tour, il va faire un bisou il va faire un bisou à tout le monde. Et typiquement ce genre de design, c'était il y avait un pirate qui faisait quelque chose d'un peu similaire. Et c'est une créature qui combo avec des cartes comme Home de la Multitude. Mais surtout, en fait, le fait qu'il ait le vol et le piétinement fait qu'en fait, t'es à peu près sûr de trigger son effet, quoi. Du coup, pour moi, c'est vraiment une carte très très solide, tu vois. Je le vois déjà dans des decks Xenagod, tu vois, où tu vas t'amuser à lui donner la double. Dans mon deck Kalia aussi. Bah voilà, typiquement. Dans mon deck Kalia, tu vas l'accepter, ça rentre vraiment dans tous les rouges quelque chose aggro débile et vraiment c'est con, tu vois, même dans Ishin
Tu vois, le truc qui déclenche des phases d'attaque supplémentaires. Oh la saloperie, ça va faire double truc, quoi. Après non, là ça inflige des blessures, hein. C'est pas un trigger d'attaque, donc ça fonctionne pas, mais ça reste quand même un deck dans sa globalité qui fonctionne sur des attaques. Donc pour le peu que t'aies un enchantement qui dit que à chaque fois que vous attaquez quelque chose, tu vois, c'est un truc qui, en fait, c'est une bonne créature et de base toute seule. Enfin, c'est une excellente créature toute seule et c'est un excellent enabler de plein de choses. Donc pour moi, c'est une carte qui est absolument très grosse, mais c'est pas le seul démon du pack qui est vraiment sympa. Je vois que t'avais mis de côté le grand immonde, qui est aussi un démon du coup, mais mono noir. C'est ça. Alors c'est on va dire le cousin du buveur de sang, c'est-à-dire que c'est deux démons majeurs. Donc là on est quasiment passé sur tous les dieux. Il y a Slanesh qui est du coup le dieu de l'excès. Tu as Nurgle, le dieu de la maladie. Le Korn avec le buveur de sang qui est le dieu de la guerre et du massacre. Enfin bon, ouais. Et tu as Tsench, le dieu de la magie. Et du coup notre ami Grand Immonde, c'est le chef des légions démoniaques de Nurgle. Un peu pareil pour du coup mes versions Korn pour le buveur de sang. Donc le Grand Immonde, moi, c'est parce que j'aime bien les effets de ping et d'aristocrate, donc je trouve ça rigolo. C'est une 4-5 pour 5, dont un noir, qui dit qu'au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd 2 points de vie. Puis pour chaque adversaire qui a moins de points de vie que vous, créez un jeton 1-3 démon porte-peste de Nurgle. Bon, j'ai bégayé parce que moi j'appelle ça des plague bearers par habitude, mais c'est les porte-peste. Donc c'est des petites bestioles, des petits démons qui sont connus pour leur résistance absolue. Et du coup ça colle bien avec le fait qu'il soit 1-3. Ouais, c'est ça colle bien avec le fait qu'il soit 1-3. Franchement, l'effet en fin de tour, bon, ça serait peut-être un peu trop fort si c'était au début de chaque étape de fin. Ouais, bah ça serait beaucoup trop fort dans ce cas-là, effectivement. Mais moi j'aime bien la carte. Non, je suis d'accord, il est carrément chouette. Bah en fait le fait qu'il c'est une 4-5 pour 5, ok, ça c'est pas incroyable, mais il pose des bodies à chaque tour, il peut en poser du coup si vous jouez à 4, il peut en poser jusqu'à 3. Derrière, il va gratter des points de vie à chaque tour. Non, c'est une créature qui est plus que correcte. Pareil, elle par contre comparée au buveur de sang, je pense qu'elle va pas être incroyable. Enfin, c'est pas une machine à combo ou quoi. Mais ça reste quand même une créature avec un niveau plutôt haut, en tout cas qui passe un peu le cut moyen, quoi. Ouais. Et puis il y avait pas c'est pas en Golgari ou en Dimir qui avait eu un truc qui jouait sur l'étape de fin et la perte de points de vie il y a pas longtemps. Il me semble que j'avais vu un commandant jouer là-dessus sur les étapes de fin. Peut-être là ça me parle pas. J'ai plus le nom en tête, bon c'est pas grave. Yes. Il y a il y a plusieurs autres démons légendaires dans ce pack. Moi j'en ai noté un qui m'a beaucoup parlé, c'est Magnus le Rouge, qui est alors étrangement un démon qui est bleu, rouge et absolument pas noir. Il coûte 5. C'est une 4-5 vol. Il dit que à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, il fait une 3-3 rouge engeance, pardon. Mais surtout, et sa capacité qui me rend le plus ouf, c'est qu'il dit que les sorts d'éphémères et de rituels qu'on lance coûtent 1 de moins pour chaque jeton de créature qu'on contrôle. Pour chaque token, nos sorts coûtent de rituels et d'éphémères 1 de moins. Ça veut dire que rien qu'avec 2 gobelins 1-1, nos éphémères et nos rituels coûtent moins 2, quoi. Spellsinger, Storm, c'est énorme. Pour moi, c'est... Ouais, la carte elle est vachement violente, hein. On est d'accord. C'est ouf parce que il y a clairement une vibe Mizzix en fait. Alors certes elle est conditionnelle, ça va être sur les tokens, mais en fait le body est tellement plus gros. Énorme, c'est une 4-5 vol. Il fait lui-même des jetons. Donc en fait encore une fois c'est un commandant qui est autonome. Puis en rouge c'est pas comme si on peut pas donner la sécurité rapidement. Ouais, non, mais carrément. Puis même tu lui fous des bots, YOLO, boum, t'as fait une 3-3, tu vois. Non, c'est... Voilà. Et comparé à Mizzix,
Mizzix, il a besoin d'une phase de setup, c'est-à-dire que tu vas jouer ton commandant, puis le setup. Alors que là, c'est l'inverse. Tu peux setup des tokens, puis jouer ton commandant, et donc du coup profiter directement des réductions de coûts. Ce qui fait que c'est en fait un design que je trouve un peu plus fort, à mon sens, hein. Mais moi, je le trouve vraiment, vraiment solide. Hein. Je le trouve vraiment, vraiment solide. Ça veut dire que bah tu vas payer tes Cyclonic Rift pour pas grand-chose. Tu vas... Enfin, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Et puis, je pense forcément à Storm avec... comment ça s'appelle, vider les terriers, j'ai plus le nom, mais le sort qui storm, tu sais, qui pose plein de gobelins. Ouais, je vois, mais j'ai plus le nom. Je vois de quoi tu parles, mais je n'ai plus du tout le nom. Bon, de toute façon, je l'afficherai à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Mais en gros, c'est un rituel qui coûte 2, dont un rouge, qui dit que ça pose 2 gobelins, je crois, pour chaque counterstorm qu'on a, quoi. Okay. Et du coup, je trouve que ça marche vachement bien. Bref, très très beau commandant Spellsinger / Storm. Et toi, t'avais un autre démon légendaire dont tu voulais parler. C'est ça. Bah, du coup, je parlais un peu des deux en même temps au niveau du lore. Yes. Les deux sont frères, Magnus et Mortarion. Ah ouais, ok. Ouais, les deux sont frères. Et du coup, chacun a été choisi, on va dire, pour être sous la domination d'un dieu. Magnus est sous la domination de Tsench, donc le dieu de la magie, de l'évolution, du changement, et Mortarion, du coup, le dieu a été choisi par Nurgle. Les deux ont un design très très différent, mais franchement, Magnus, ils l'ont bien réussi, niveau fluff. Je trouve ça très 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 costaud, j'en attendais pas moins. Pour Mortarion, je suis un peu plus déçu, normal, mais c'est parce que c'est un de mes personnages préférés dans l'histoire, donc j'en attendais forcément plus. Enfin bon. T'avais plus d'attente, ok. C'est ça. Et du coup, ouais, vas-y, raconte ce que fait la carte, ouais. Alors, c'est une 5-6 pour 6, dont un noir, qui a le vol. Donc, parce qu'il a des ailes, voilà. Et qu'au début de votre étape de fin, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, créez X jetons de créatures 2/2 noires à Startess avec la menace. X ne peut pas être supérieur au nombre de points de vie que vous avez perdu ce tour-ci. Bon. Moi, parce que avec le buveur de sang, le grand Timon des Mortarion, ils vont finir dans mon calier parce que je suis... il faut. Mais sinon, je le verrai pas en tant que commandant. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Il est un peu trop lent pour ce qu'il fait. Peut-être dans ces cas, dans les 99, peut-être qu'il y a moyen, un moment ou un autre, de faire des trucs avec, même s'il met des bodies de 2 menaces. C'est gratuit. Écoute. Mais voilà. Alors, il y a peut-être un pack dans lequel je le vois. C'est dans Beledros. Qu'est-ce qu'il fait Beledros? Alors Beledros, c'est un dragon Golgari qui dit que tu peux payer 10 points de vie pour détaper tes landes. Ah oui, celui de Strixhaven. Oui, exactement. Et du coup, ça passe bien parce que tu vas payer des 10 points de vie, détape tes landes et pouvoir payer pour la capacité de Mortarion directement. Et donc du coup, a priori, tu pourras payer jusqu'à 10 et donc du coup faire potentiellement 20 de force qui arrivent sur le champ de bataille. Ça me paraît pas mal. Tu vois, là comme ça, je pense à ça. Bon, il y a certainement d'autres packs. Comparé à son frère, je le trouve moins chouette. Il me fait moins rêver. Ah ouais, moi aussi. Déjà, vas-y, 5-6, fous-moi ça 6-6, t'es gentil. Et puis le fait que ça est compliqué de faire en sorte qu'il fasse quelque chose quand il touche le board. C'est ça. C'est un peu dommage. Ce que j'ai pas compris moi perso, c'est qu'ils ont mis 2 capacités à Magnus et pas 2 capacités à Mortarion, alors que en soi les deux sont des primarques. Les deux sont frères. Ils auraient pu le faire plutôt. Puis il est mono noir quoi. Faut lui un truc sur l'aristocrate quoi, un moment, merde. non, il aurait mérité mérité au moins une petite, un petit bonus, une capa en plus, des statistiques peut-être un peu plus élevées. Bon, voilà. Ou un coup plus faible. Je pense que un coup plus faible, ça découragerait moins, parce que 6, ça fait gros.
Non, ouais, je suis d'accord avec toi. 5, ça aurait été pas trop mal. Ouais. Pour le même prix, j'ai eu Liliana générale de la Horde de l'Effroi. Franchement, y a pas photo, quoi. Je sais quoi choisir. C'est clair. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu as choisi d'autre comme carte pour ce pack? Alors, moi, c'est un rituel qui m'a... Alors, il est pas incroyable, parce que c'est un peu un design qui existait déjà, mais plutôt en blanc, dans le genre. Mais je suis content de voir ça en noir. En fait, ça fait partie des designs que j'aime beaucoup, voir éditer de manière générale, parce que j'estime qu'ils sont un peu salvateurs pour le format. Ils donnent des armes supplémentaires au deck. Bon bah là du coup ça se retrouve dans un deck exclusif, c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais c'est quand même un design que j'aime beaucoup, c'est le mandat d'Abaddon, du coup c'est un rituel pour 4, dont un noir, qui dit qu'on choisit une créature qu'on contrôle, et on détruit toutes les autres créatures de force inférieure à cette créature. Je le trouve hyper chouette. Moi, typiquement, ça va rentrer, effectivement, dans un tribal démon, enfin, dans un deck qui joue des gros body, quoi. Bien sûr. Je vous conseille, d'ailleurs, de le jouer dans un deck où votre commandant a des grosses stats. Sinon, c'est pas très intéressant. Non. Mais, voilà. C'est un removal de masse qui coûte 4, qui est certes conditionnel, mais qui récompense un building bien réfléchi. Et c'est ce que j'aime, en fait. C'est des decks qui récompensent un removal de masse sur la base d'une synergie. C'est des designs que j'aime bien, donc j'aime... voilà, c'était pour l'évoquer un peu. Et du coup, une dernière carte pour ce deck ? Une toute dernière carte qui est, pareil, un commandant en mono rouge qui s'appelle Karn le Félon. Alors c'est pas le même Karn du coup. Non, c'est pas le même Karn, mais bon... Pareil, franchement j'ai pas eu de chance, hein. Mes personnages que j'aime bien ont pas été très très gâtés. Du coup, Karn le Félon qui est une 5-1 pour 4 qui attaque ou bloque à chaque combat si possible, pardon, je suis en train de perdre mes mots. Quand vous perdez le contrôle de Karn, on pioche 2 cartes, et si des blessures devaient être infligées à Karn, prévenez ces blessures, et un adversaire de votre choix en acquiert le contrôle. Bon, je le vois pas dans un deck, je le vois pas à la tête de son deck, je le vois dans un Xancha par exemple. Qui fait des bêtises un peu dans le même style. Ouais. Mais voilà, bon, je suis triste d'avoir... T'es triste que tes personnages de cœur soient pas des gros bangers. C'est ça, bah oui, c'est ça. Ben, forcément, c'est comme moi, dans Magic, il y a pareil des personnages de cœur que j'ai, un peu comme tout le monde Liliana, tu vois, quand il y a pas une bonne Liliana, je suis triste, tu vois. Là c'est pareil, bon, ça arrive. Ouais, bon écoute, c'est la vie. Peut-être que ça se rattrape dans d'autres decks, peut-être. C'est ça. Dans un deck KO, voilà. Je le mettrais dans un deck KO. Tu le mettrais dans un deck KO. Ouais. C'est pas un design qui est effectivement incroyable. C'est rigolo, sans plus. Bon, moi, j'ai vu sur Discord, il y avait pas mal de gens qui s'enjaillaient sur ce personnage-là et qui disaient un peu comme toi, qui étaient un peu déçu que le design soit pas un peu plus busted. Ouais. Bon, on enchaîne. Troisième deck Necron. C'est quoi ces zombies de métal là? Alors, à la base, faut savoir que Warhammer 40 000 était fait pour être la suite de Warhammer Battle. Donc Fantasy Battle, c'est l'univers, on va dire, fantastique qui était le premier univers de Games Workshop. Et du coup, dans cet univers, il y a les rois des tombes, qui sont des Égyptiens squelettes. Et pour reprendre le même design, ils ont créé les Necrons. Donc ça, c'est comment ont été créés les Necrons. Ce que c'est que c'est des Xénos qui ont perdu leur âme en les troquant avec par des moyens un peu légaux, on va dire. C'est-à-dire que il y a des dieux de la réalité qui ont dit les gars, vous voulez devenir immortels, tenez, et ils ont tout perdu. Donc voilà. Ok, bon, le coup de l'immortalité quoi. Ouais, voilà, le classique mais toujours efficace. Alors dans la vision de présentation, j'ai vu qu'en fait ils étaient composés de métal un peu vivant qui se régénérait quoi. Donc
Ouais, c'est très très chiant à tuer un Necron. On a besoin de tuer ce qu'on appelle les cryptech et de tuer les lords pour pouvoir définitivement les éradiquer, parce que sinon ils reviennent tout le temps à la vie. Voilà. C'est chiant, c'est horrible. Et ouais, du coup ça colle bien au thème général du deck qui est du coup mono noir, artefact, récursion. Ouais. D'ailleurs je dirais plutôt créature artefact avant tout, parce que c'est un petit peu sur quoi est basé le face commandant, qui est du coup Zarek, le roi silencieux, ce qui est une 3-4 vol pour 4, donc 3 noirs. C'est une créature artefact du coup. Et il dit que à chaque fois que il attaque, on va meuler 3 cartes, puis on va pouvoir mettre dans notre main une carte de créature artefact ou de véhicule parmi les cartes qui ont été meulées de cette manière. Donc ça fait un peu automeux créature artefact. En tout cas, on va se baser sur les créatures artefacts et pour lui, ok, bon, il a un design qui est rigolo, mais il me rend pas ouf de dingue. Je dois t'avouer que c'est pas un truc. Alors, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai vu Spac. Quand j'ai vu la carte en premier lieu là, j'ai cru que les artworks ils étaient un peu en 3D quoi. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En CGI, mais en image de synthèse un petit peu. C'est ça. En SFX, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'était un peu bizarre. Alors du coup, je suis allé choper les arts en grand, tu vois, et en fait non, pas du tout. Ça donne cette impression là parce qu'en fait les personnages sont hyper modélisés, anguleux en fait, ils sont pas ils ont vraiment pas de comment dire de chair, voilà, ils ont pas de chair, mais surtout ils sont très coniques en fait. Tu vois, c'est pas comme Karn, notre golem d'argent, tu vois, qui est très anguleux, eux au contraire, c'est des personnages qui sont très lisses, et donc du coup sur la carte ça fait bizarre, mais les artworks en fait sont très beaux. Mais faut les regarder en grand. En profondeur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le papier. Ce deck il se compose du coup de 4 commandants alternatifs, mais pour moi il y en a un vraiment qui sort du lot. C'est Trazyn l'Infini. C'est une 4-6 pour 6, dont 2 noirs, il a le contact mortel, et surtout il dit que quand il est sur le champ de bataille, il a la capacité activée de tous les artefacts de notre cimetière. C'est Marcy le tribal artefact en fait. C'est ça. Pour remettre un peu de contexte dans le lore, c'est un collectionneur. Qui récupère tout à travers les âges. Même quand les Necrons sont censés être endormis, lui il était éveillé, il récupérait à peu près tout ce qui bougeait, tout ce qui était unique en fait, et il se retrouve à avoir des trucs absolument invraisemblables dans sa collection. C'est-à-dire qu'il a par exemple une copie, un clone d'un Primarque, il a un commandant de la garde impériale, donc c'est l'armée régulière humaine, on va dire. Pareil, il a vraiment plein de trucs qui n'ont aucun sens. Il collectionne un peu les trucs uniques dans la galaxie, quoi. Du coup en fait c'est un peu comme le collectionneur dans Marvel en fait. C'est ça. On l'appelle Trollzine entre potes parce que si on connaît en fait son histoire en profondeur, on voit que c'est un énorme troll en fait. D'accord, ok. Voilà. Et il y a pas mal de mèmes sur lui déguisé en Père Noël en train de voler les cadeaux des enfants. Ok. Bon. Et du coup, commandant qui paraît très fort, clairement orienté combo, parce que le premier truc auquel on pense, c'est Sol Ring plus Staff of Domination, donc bâton de domination, qui nous permet du coup de faire point de vie infini, pioche infini, mana infini. Il y a d'autres combos à base de du coup Sol Ring et Pila qui font du coup aussi mana infini. Enfin bref, il y a pas mal d'artefacts une fois que vous les avez mis au cimetière avec Trazyn en jeu qui permettent de comboter. Ça fait un gros commandant, mais du coup qui sort un peu de la thématique créature artefact du deck. Voilà, c'est un bon commandant alternatif impactant dont je voulais parler.
Et voilà. Bah, écoute, on a la même vision. Il y a une autre carte là qui est un gros combo engine et qui pareil a fait un peu parler parce que c'est un peu la star du pack. C'est Biotransfert. Ouais. C'est un enchantement pour 4 dont 2 noirs. Qui dit que les créatures qu'on contrôle sont des artefacts en plus de leur type. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures qu'on contrôle et les cartes de créatures qu'on possède qui ne sont pas sur le champ de bataille. Ouais, donc ça veut dire que les cartes de créatures dans notre bibliothèque, dans notre cimetière, dans notre main sont artefacts. Donc ça rappelle le trade de mycosynthèse. Et ça a une deuxième capacité qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'artefact, on perd un point de vie. Et on crée un 2/2 créature artefact Nécron. Ouais. Alors par contre c'est inconditionnel, c'est que dès qu'on caste un sort d'artefact, on est obligé de perdre un point de vie et de créer une 2/2. Donc on n'aura pas le choix. C'est violent comme carte. Ouais, c'est très violent. Bah de toute façon, tout ce que faisait, la plupart des combos avec trade de mycosynthèse s'appliquent ici aussi. En tout cas, toutes celles qui engagent des créatures. Le côté poser des 2/2 à chaque cast d'artefact, bah c'est pareil. Du coup, bah tout ce qui est un peu storm artefact, ça fonctionne bien. Grosse carte. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté une pareil, je sais pas si tu connais ce commandant, pardon, Jen Jensen, donc le commandant de Baldur's Gate. Ouais, commandant de Baldur's Gate, pareil, qui trixe sur les créatures artefacts, enfin sur les artefacts en général. Du coup, qui combotte avec biotransfert plus horloge des augures. Ouais. Et ça fait quoi comme bêtise Bah, ça fait token infini, trésor infini. Ah oui, d'accord. C'est correct. Enfin, tu perds des points de vie dans l'opération, mais... Ouais, mais tu t'en fous si tu fais un... Voilà, au bout d'un moment, tu te retrouves avec des trésors infinis, tu peux jouer toute ta bibliothèque, t'es en mode, rigolo. Bah oui, ouais, voilà, c'est un peu strong. Ouais. Non, c'est très belle carte de manière générale. Ouais. Tout ce qui, de toute façon, va jouer un peu avec les artefacts et du noir, je vois pas pourquoi on la jouerait pas. Hein. Ouais, c'est clair. Donc Breya, pareil. Hein. Ouais, il y a une angoisse avec Breya. Notre Jidou Mezawa sur patte va bien aimer. Ah bah c'est clair. Et ouais, de toute façon, ce pack est aussi plein de pépites. Qu'est-ce que t'as noté de ton côté? Moi, j'ai noté... comment il s'appelle? J'ai noté le sceptre de gloire éternelle. Donc c'est le sceptre de Tsarek. Pour 4, c'est un artefact légendaire en incolore. On l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Et sinon, on l'engage, on ajoute 3 manas d'une seule couleur de votre choix. Et on active ça que si on possède 3 terrains avec le même nom. Ok, bon dans notre cas là ça va être des marais, ok. Ouais, des marais. Moi je le mériterais pas au-dessus de bicolore, peut-être tricolore maximum, mais pas au-dessus. Ouais, ça paraît compliqué, hein. Ça sera de toute façon dans un monocolore splash quelque chose à la limite, quoi. C'est ça. Et non, c'est belle carte aussi. Artefact légendaire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, très belle carte. Bah écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le truc il fait c'est limite un lotus de mana. Enfin, je vois ça un petit peu comme un lotus doré, mais avec une capacité de mana en plus et pour un de moins. D'accord, ouais, non, c'est pas déconnant de le voir comme ça. Bah, c'est conditionnel, tu payes le mana en moins, on est d'accord. Mais ouais, c'est une carte qui est relativement intéressante. Hein. De toute façon, tu vas faire tu vas ramper, puis ramper dans ça, hop, t'as plein de mana, merci, bisous. C'est ça. D'ailleurs, du coup, bah, si t'as le sceptre de gloire éternelle et le bâton de domination dans le cimetière, c'est pareil, ça combo sur Tsarek. Ouais. Donc au même titre que un Sol Ring, du coup. C'est ça. Non, c'est une jolie carte. Moi de mon côté, j'ai noté le Cryptocerf. Alors je sais pas si ça se prononce bien comme ça. C'est les Cryptocerfs. C'est comme les cerfs au Moyen-Âge, les cerfs. Voilà. Ah d'accord, ok. C'est une 3/3 pour 4, créature artefact incolore, qui dit que les autres créatures artefacts ont tout bonnement la défense talismanique. Bah oui, pourquoi pas. Je sais pas dans quel pack créature artefact tu le joues pas. Ouais, c'est ça. Ça me paraît un peu débilus. C'est un peu comme le Biophagus, quoi.
Limite à un mini staple, comme le biotransfert aussi pour les jeux artefacts. Enfin bon. Ouais, c'est pareil. C'est vraiment des cartes un peu passe-partout. C'est ça. J'ai l'impression il y en a eu beaucoup dans ce deck-là. C'est peut-être le fait que ça soit monocolore, avec un thème très générique comme artefact en fait. C'est vrai. C'est artefact, ça reste quand même un terme très générique. Bon, après c'est créature artefact, donc ça protège pas tout. Néanmoins, dans ce pack-là, ça a le bon goût au moins de protéger les commandants. C'est pas trop mal. Bah, ça protège toutes tes créatures en général, hein, et puis il y a des moyens d'animer les artefacts en soi, donc. En noir, c'est un peu compliqué, mais. En noir, c'est un peu compliqué. Ouais, okay. En noir, c'est un peu compliqué d'animer. C'est plus facile en bleu, tu vois, d'animer les Arthos. Ouais, dans un Esper. Ouais, ouais, carrément. Mais de toute façon, c'est dans ce pack, c'est pas les mauvaises, c'est pas les bonnes créatures artefacts qui manquent. Ouais. Notamment, t'avais noté le seigneur Scorpets, j'arrive pas à le prononcer. Ouais, le seigneur Scorpec. Yes. C'est surtout pour son côté un petit peu antienne, qui dit que les autres créatures artefacts gagnent +1/+0 et on la menace. Ouais, Strong, c'est une 3-2 menace en plus lui-même. C'est ça, c'est une 3-2 menace pour 3, et qui a exhumation pour 3. Genre... Bon. Bon, bah écoute. Ouais, et je suis content que t'aies choisi cette carte, parce qu'en fait, ça représente très bien plein de Nécrons dans le deck. Donc on va pas tous les citer, mais la plupart, en fait, c'est ça. C'est que c'est des créatures artefacts noirs, qui ont des capacités un peu sympathiques de base, plus l'exhumation. Et c'est vraiment... du coup le design un peu Nécron, là où les tyrannides avaient la voracité, eux ils ont plutôt l'exhumation quoi. Ouais, c'est ça. Non, je trouve ça super chouette, ça marche bien avec le face commandant. Je suis d'accord. Moi j'aime bien la carte, je la trouvais cool. Puis les figurines, si vous avez le temps d'y jeter un petit coup d'œil, si vous avez l'envie, elles sont incroyables. En vrai, les figurines Nécron, sur certains points, elles sont vraiment trop classe, donc... Voilà, moi ça me donne envie limite de les peindre, tu vois. Donc, ok. Voilà. Et bon, du coup en fait la récursion c'est le deuxième entre guillemets thème de ce pack, notamment avec une carte aussi qui a plu parce que qui a un design très original, c'est Out of the Tomb. Enchantement pour 3 qui dit qu'au début de notre entretien on peut mettre 2 marqueurs Eons sur Out of the Tomb et meuler un nombre de cartes égal au nombre de compteurs. Bon, jusque là c'est du safe meul, rien d'incroyable. Et qui dit que si on devrait piocher une carte, en gros on peut réanimer une créature depuis notre cimetière à la place. Par contre si on peut pas le faire, on perd la partie. Ouais. Ça me fait penser un peu à l'enchantement Pacte de la Liche, qui était pareil, un très gros sort, mais qui derrière demandait beaucoup d'investissement pour capitaliser dessus. Ici, je trouve ça fort hein, quand même. Hein. Ça fait plein de choses tout seul en fait. C'est ça, je le trouve beaucoup plus impactant que le Pacte de la Liste sur lui-même. On peut limite le voir dans du Golgari. Moi, je le vois peut-être même plus pas forcément que dans ce pack-là. Je l'aime bien, elle est très générique dans du Golgari parce que bah tu sais t'as toujours ce côté là c'est une grosse bébête au cimetière, oh bah tiens elle est plus sur le cimetière, my bad. Bon bah non elle est c'est vraiment pas mal. Puis en plus enfin tu vois c'est à ce côté là où tu ramènes un truc et que si derrière il repart bah il retourne au cimetière. Donc jusque là c'est ok. Je pense que la seule vraie restriction que ça demande, c'est d'avoir un seuil critique de créatures dans notre deck. C'est-à-dire que je pense qu'en dessous de 30 créatures, je joue pas cette carte. Ouais, bien sûr. Parce que c'est un peu dangereux quand même. Mais surtout, tu vois, ça gagne 2 marqueurs sur 2 marqueurs sur 2 marqueurs. C'est-à-dire que quand même, tu t'automeules pas mal, quoi. Je vois bien ça avec CDC premier du nom, en couleur Sultai. Qui disait qu'à chaque fois que t'avais une créature qui passait de ta bibiale au cimetière, tu faisais un zombie. Et du coup ça marche bien, ça permet de continuer l'automeule tout seul avec un petit Circonrad à côté. ouais non franchement carte très sympa. Et en ce moment tu vois je suis en train de builder Diada. D'accord. C'est pas dit que je la teste pas tu vois cette carte.
Ouais. Moi, j'hésite à pareil, moi, Mardu, et particulièrement Orzav, c'est des couleurs que je joue énormément. Ouais. Et, parce que j'ai un Kalia et un Markov à côté. Mais et du coup, Diada, j'avoue que le thème légendaire me titille un petit peu. Et puis je l'ai vu en action, le Diada. Et il me donne de plus en plus envie de le jouer, tu vois. Et je sais pas si je vais craquer un moment pour le prendre lui, en tout cas. Mais, ça roule. Bah écoute, je t'enverrai ma liste. Tu me diras ce que t'en penses. Et bon, si ça intéresse aussi les auditeurs, n'hésitez pas à me le dire. Je vous partagerai la liste. Ouais. J'ai noté une dernière carte parce que je savais pas trop ce que c'était. Alors c'est pas tant que la carte en elle-même m'intéresse, mais je sais pas trop ce que ça fout là. C'est Écharpe du Dragon du Néant. Ouais. Qui a le type Ctan. Ouais. Et c'est une 7/7 pour 7, dont 3 noirs, qui a le vol. Ça ressemble à un démon, mais c'en est pas un, quoi. Et il dit que à chaque fois que l'écharpe du Dragon de Néant attaque, chaque adversaire sacrifie un permanent. Donc ça ressemble un peu à Annihilation 1, mais chez tous les adversaires, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et à chaque fois qu'un artefact est mis dans le cimetière depuis le champ de bataille ou en exil, depuis le champ de bataille, c'est 2 marqueurs sur lui. Tu mets 2 marqueurs sur lui. Ok, donc en gros, c'est un gros body qui va se renforcer un peu tout seul, ouais. Et qui derrière va à une sorte d'alignation 1. Ouais. Ouais, ok. Je comprends pas ce que ça fout trop dans le pack, mais pourquoi pas. Alors c'est parce que c'est purement lore. C'est-à-dire que les Ctan, je te parlais des dieux de la réalité tout à l'heure qui ont transformé donc je veux dire les noms, donc les Nécrontyres, c'était avant les Nécrons, c'est donc les Nécrontyres qui ont voué leurs âmes à ces dieux-là. C'est-à-dire qu'ils sont chacun un concept de la réalité. Il y a le Nightbringer, donc là c'est l'autre Ctan du pack, qui est donc le concept de la mort. Ça c'est le concept de la technologie qui a été enfermée sur Mars. Du coup là on se retrouve avec un morceau parce que de ce dieu-là, parce que Tsarek s'est amusé à dire on a perdu notre humanité, on est un peu leurs esclaves. Moi, ce que je veux pour mon peuple, c'est le mieux, un petit peu. Du coup, je vais backstab tout ce monde, je vais les disperser, je vais les utiliser pour ma propre technologie, si tu veux. Ok. Donc, il est là pour ça, et typiquement, je l'aurais pas mis à 7. Alors, en gros, je récapépète. Ouais, tu récapépètes. Xaret, c'est en gros le roi des Nécrons. C'est ça. Ils ont pactisé avec des genres avec les Ctan qui sont des genres de divinités. Ouais. Ils ont gagné l'immortalité, mais ils ont perdu leur âme. Ouais. Et du coup, Zarek il s'est mis à les bolosser, et ça. maintenant ils sont il y a une partie de ces dieux qui est à leur service. C'est ça. Ok, d'accord. Du coup, d'ailleurs, c'est très bien parce que là, on a présenté du coup Tsarek, on a présenté le biotransfert, maintenant on présente les chartes de Ctan. Du coup, ça fait vraiment un peu la on a fait leur Nécron, quoi. Ok. C'est ça. Ça fait un peu la chronologie. Du coup, on se retrouve avec des dieux à leur service. Ils les utilisent pour certains comme batterie pour leur vaisseau. Et voilà, faut pas comprendre. Avec les Nécrons, c'est ta gueule c'est quantique, voilà, faut le savoir. Ta gueule c'est quantique. Ouais, parce que ils sont pas réceptifs à la magie, mais ils sont réceptifs à la technologie, et ça c'est beau. Donc voilà. Ok. Bon. Fallait pas m'arnaquer, maintenant je te bolosse. Exactement. Okay. Bon, on peut passer du coup au dernier deck de Warhammer 40k, qui est du coup l'Inquisition, avec à sa tête l'Inquisitrice Greyfax. Alors. L'Inquisition, du coup, c'est une faction des humains... De l'Imperium, ouais. De l'Imperium, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc le deck, c'est le deck Force of the Imperium, donc qui est en gros... ce qui reste de l'humanité, qui n'est pas corrompu, et qui va suivre celui qu'on appelle l'empereur. Donc c'est, on va dire, la faction du bien. J'aime pas ça, on va l'appeler la faction de l'ordre, plutôt. Puisque ils sont pas gentils, ils sont pas factuellement gentils. Et Greyfax, en gros, pour refaire un peu l'historique,
c'est celle qui a fait revenir un des fils de l'empereur non corrompu parmi les vivants. Voilà. Et en gros, tu as la création de l'Imperium et il y a l'hérésie. Et du coup, après l'hérésie, l'Imperium était à genoux. Et ils se sont dit, on va foutre l'Inquisition pour traquer les mutants, les xénos et les hérétiques. Voilà. Ok, c'est un peu les comment dire, les plus psychorigides c'est ça. de cette faction, quoi. Ouais, ils sont psycho-endoctrinés, ce que tu veux. Et du coup, si tu veux, on a du coup l'Inquisition espagnole, en fait. On peut la comparer à l'Inquisition espagnole, hein, clairement. Historiquement, c'est ça. C'est des puristes. Ouais, c'est ça. Il y a deux types. T'as les puritains et les radicaux. Et elle, c'est une puritaine. Et faut pas la faire chier. Dans le lore, elle est vraiment pas très très gentille. Ok. Du coup, pour 4 couleurs esper, c'est une 3-3 vigilance humaine et inquisiteur. Elle dit que les autres créatures que l'on contrôle ont +1/+0 et la vigilance, donc elle a un effet d'ancienne de base, ok. Et pour un en engageant, on peut engager une autre créature et enquêter. Ouais. Donc en gros, ça un body bon un peu faiblard, mais ça a la vigilance, ça fait un effet d'ancienne. Et derrière, ça peut prendre des indices. Créature un peu générique. C'est un bon lord. Ouais, voilà, mais je sais pas. Pour moi, c'est un peu une gueule de carte de 99 en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu voudrais vraiment la jouer en tant que commandant? Je sais pas. Peut-être en mode tribal humain, on espère. Le problème, c'est que t'as Jirina Kudro qui est mieux. Ouais, dans Token, peut-être. En Token, ouais. Parce qu'elle donne +1/+0 et la vigilance, ce qui est pas mal, mais ouais, c'est un effet de l'ordre, donc en soi, les lords, tu veux les mettre dans les 99, quoi. Bah, en fait, elle est un peu basique, quoi. Elle propose pas vraiment une mécanique de jeu vraiment chouette. Certes. C'est ça qui me dérange un peu. Après, voilà, elle a ce truc-là où elle dit, bon, bah, avant de récupérer ton tour, tu vas payer l'engager et engager un de tes trucs, tu vois, et derrière, tu vas faire un indice, bon, ok. Ça me transporte pas, tu vois. Alors que, tu vois, le commandant alternatif qui s'appelle Marnus Calgar, pour 5 qui est une 3-5, toujours dans les couleurs esper, il a la double initiative, c'est un Astardes et guerrier, et il dit qu'à chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut piocher une carte. Rien que ça, c'est déjà strong. Ouais. Et il a une capacité activée qui dit que pour 6, on peut créer 2 jetons guerrier Astardes avec la vigilance. Lui, il est gros. Déconne pas. Ouais, il déconne pas. C'est dommage pour un personnage qui se fait quasiment bolosser par tout le monde dans l'univers, mais c'est pas grave. Ah ouais? Ouais. Il passe quasiment 2 fois auprès de la mort, il est obligé de se faire améliorer parce que sinon on tient pas la route, enfin bon bref. C'est assez ridicule. Mais c'est pas grave, il est fort, il a au moins on va dire la décence d'exister et d'être fort en Magic, c'est déjà ça. On va lui donner sa victoire. Ok, donc en gros, les personnages que t'aimes beaucoup, ils sont fait bolosser par Magic, et les personnages que t'aimes pas trop, ils ont de bonnes stats. Ah c'est merde. Ça me fout le seum. Mais c'est pas grave. Je te prends bien. Donc, ouais, bon, c'est... Tu veux jouer avec des... Est-ce que tu voudrais pas le jouer en Blink un petit peu? Dans le sens où tu veux jouer un esper un peu ETB? Ouais, pourquoi pas. Bon, moi je le joue. Forcément, je le joue avec des jetons. Ouais. Ça c'est sûr. En fait, c'est con parce que il combo avec pas mal de choses, notamment Ashnod Altar plus un truc qui fait un autre jeton, ou tu vois un dédoubleur de jetons. En fait, l'idée c'est que derrière, avec Ashnod Altar, tu vas pouvoir repayer sa capa, piocher et ainsi de suite. Ouais. Donc en gros, c'est une combo à 3 pièces, dont Marnus Calgar. Ouais. Donc rien que ça, c'est déjà fort d'avoir une pièce de combo en common zone. Mais là, bon, double initiative 3-5 pour 5, c'est déjà correct. C'est-à-dire que ça fait un bloqueur un peu sérieux. Ouais. Il fait du CA, et derrière, il a un effet de mana sync. Donc voilà, si on a rien à foutre de 6 mana, voilà. Bon, il y a vraiment marqué, s'il te plaît, fais mana infini, quoi, en fait. Ouais, dessus. s'il te plaît. Et c'est ça qui est...
Ouais, oui, non, c'est que je cherchais... J'allais dire, c'est cool, comme diraient les joueurs de duel, ça meurt pas sur un bolt. Mais ouais, je sais pas quoi en penser. En plus, t'en fais 2, donc tu feras potentiellement 4 mana. Ouais, tu le mets avec une procession consécratrice, en fait. Ouais, carrément. Dans ces couleurs, ouais. Non, mais enfin tout ce qui tout ce qui va un peu doubler les jetons, ou même tu sais, le pirate qui fait un jeton trésor. Ouais, oui, Pitchy Splendor. Ouais, voilà, tu vois, ça va bien fonctionner. Ouais. Bref, voilà, commandant très solide, pièce de combo. Ça peut faire qu'un bon deck token de toute façon. Et encore une fois, alors ce deck là, quand je l'ai vu, c'est peut-être celui qui me parle le moins, déjà par l'ambiance et tout ça, c'est pas trop mon truc. Par contre, je trouve qu'il a les single cards les plus fortes. C'est lui qui... Ouais. Il est vraiment au-dessus à ce niveau-là. Je pense que lui et le Necron, ce sont les 2 meilleurs au niveau single. C'est probable. C'est probable. C'est comme ça que je le vois. Je trouve on en reparlera peut-être un peu en outro. Ouais. En tout cas, en single card qui a fait un peu parler, c'est le Vexillus Praetor. Pour 4, qui a une 3-4, du coup, flash vigilance. Ok. Et surtout, il dit que les commandants que l'on contrôle ont la protection contre tout. Quelle violence. Mais quelle violence. Tout. C'est fluff, mais c'est tellement violent. Ouais. Alors je le rappelle, la protection, ça veut dire que ça ne peut pas être ciblé, ça veut dire que ça ne peut pas être bloqué. Entre autres, hein. Ça veut dire aussi, par contre, que ça peut pas être enchanté et que ça ne peut pas être équipé. Et ça, même si c'est nous qui contrôlons, hein, c'est pas exproof, hein. Donc, voilà. C'est pas une très bonne carte de Voltron, au final. Non. Mais tu t'en fous. En soi, tu t'en fous. T'as tellement d'autres packs où la rentrée que... Enfin, à un moment, protection contre tout, quoi. Ils se sont dit, tiens, les gars, on va lui mettre protection contre tout sur une carte en flash vigilance. Non, mais n'importe quoi. Et c'est pas un peu débile, hein. De fou furieux. Non, mais 3-4 pour 4 flash vigilance. Déjà, rien que ça, t'es là, t'es en mode, yes, vas-y. Ça, je veux. Je pense même que la vigilance, tu vois, c'était peut-être un peu too much, quoi. C'était pas nécessaire, ouais. C'était pas nécessaire. Ouais. Une autre très très bonne single du pack, c'est la Jeunesse de l'Imperium, qui est une saga. Moi, cette carte, elle m'a un peu choqué, hein. Donc, je vais dire ce qu'elle fait. En espère, pour 5, du coup, c'est une saga. Elle dit à son premier chapitre qu'on va créer une 2/2 blanche guerrier vigilance pour chaque adversaire qu'on a. Donc si on joue à 4, on va faire 3/2 vigilance, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Donc, 6 de force en vigilance, c'est quand même correct. Chapitre 2, chaque adversaire sacrifie une créature. Ok. Et enfin, chapitre 3, on va piocher 2 cartes pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que nous. Ouais, alors, ça veut dire que pour 5, on va poser, dans une gamme à 4, hein, on va poser 3 bodies, on va tuer 3 créatures, et derrière on va piocher 2 cartes pour chaque adversaire du coup qui a moins de créatures que nous. Ouais, c'est ça. Alors ça veut dire que on va potentiellement faire du 1 pour 12 sur une carte. Bon, au maximum, hein. Vive le ratio. Tu joues ça tour 4, tu vois, avec un caillou tour 2, ça met une... ça fait une sacrée patate, hein. Ça met une sacrée pression, quand même. C'est un peu... Mais toutes les sagas, c'est un peu étouffant. Un peu toutes les sagas, on va dire, parce que y en a dans chaque deck. On en a pas parlé, mais il y en a dans chaque deck, il me semble. Qui rajoute un peu... ce goût-là, mais celle-là, celle-là est vraiment très au-dessus, hein, je trouve. N'importe quoi, celle-là. Je l'imagine vachement bien dans un deck Aminatou, en fait, où tu vas pouvoir la blinker. La blinker en boucle, tu fais que des comment ça là tu vas jamais que des -1 d'Aminatou, par exemple.
Je sais pas si niveau timing, tu as le droit au début de ton tour d'activer le... Alors au niveau du chapitre 3, ça va poser problème, tu vas pas pouvoir. Ouais. Mais tu peux la répéter entre le chapitre 2 et 3, oui. Ouais, ok. Rien que le fait de faire sacrifier en boucle... C'est un peu mignon. Je la vois bien aussi dans un deck un peu genre Goshintai, qui est du coup le commandant reliquaire 5 couleurs, qui permet du coup de ramener les enchantements depuis le cimetière. Ça paraît mettre un sacré delta aussi. Ouais, bon, c'est quoi, non, ouais, c'est vachement violent, ouais. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Sur quoi tu t'es arrêté comme carte dans ce pack ? Moi, là, c'est plutôt la toute première carte dont je vais te parler, c'est plutôt par rapport à la mécanique que je l'ai arrêté. C'est la mécanique d'escouade. Donc la garde d'honneur des ultramarines, qui est une 2/2 pour 4, qui a un effort d'antienne qui dit que les autres créatures que l'on contrôle gagnent +1/+1, donc en mono blanc, et qui a escouade 2. Et escouade, c'est en tant que couple supplémentaire, pour lancer ce sort, vous pouvez payer 2, autant de fois que vous voulez. Et quand cette créature arrive sur le champ de bataille, on crée autant de jetons qui sont des copies. Donc c'est-à-dire qu'on paye par exemple 4, donc pour 8, t'arrives avec 3 fois la même créature qui dit je donne +3/+3 à toutes les autres créatures. Enfin, ouais, ok. Merci. Ça me fait penser un peu du coup à Voracité des Tyrannides, dans le sens où tu peux payer plus pour avoir du coup Voracité, c'est pour avoir un body plus gros. Ouais. Mais tu vois, ces créatures qui sont correctes jouées en début de partie et qui peuvent devenir meilleures en late game. Et du coup, je trouve ça vachement bien. D'ailleurs, il y a une autre créature qui a escouade dans le genre, pareil, qui coûte 4, qui a un effet de disenchant, donc qui détruit un enchantement ou un artefact. Et pareil, elle a squad, donc du coup, on peut payer 2 de plus, et du coup, gérer un autre permanent au passage. Pareil, t'as les suppresseurs squad, je crois, qui font piocher une carte à chaque fois que ça rentre en jeu. Ouais, voilà. Non, très très bonne capacité. Voire même, c'est un truc que j'aimerais bien revoir, en fait. Je vois Zirda. Pardon. Ouais, non, mais Zirda avec ça, où tu mets tout, je vois ça un petit peu comme ça, tu sais, un petit peu dans un deck, on va dire, un peu fun. Tu mets ça dans un Kenrit, tu mets tous les trucs, genre Familier du Biomancien, Zirda, les trucs qui réduisent les coups de mana, et t'arrives à pour 1, en fait, je me retrouve avec 50 yens, entre guillemets, enfin bon. Ouais, non, mais après Zirda, ça réduit pas en dessous de 1, mais effectivement, ça paraît pas mal. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu te retrouves avec Squad 1, mais même Squad 1, c'est encore mieux, tu vois. Oui, forcément. Non, c'est une très belle carte. J'aimerais bien que cette capacité revienne, hein. C'est vraiment chouette. Qu'elle soit pas exclusive, ouais. On a un peu ce truc-là où en Commander, on a beaucoup de mauvais top deck. Déjà parce qu'on est en singleton, on est en 99 cartes, donc il y a plein de cartes qui sont bien de tour 1 à 4 et qui après perdent complètement de leur sens plus tard. Ici c'est moins le cas, parce que du coup on peut investir du mana supplémentaire dedans pour donner un nouvel intérêt en fait à ces cartes, quoi. Ok, ouais, je suis d'accord. Toi t'as vu quoi d'autre à part le Vexillus et la Genèse? Moi, c'est une carte plutôt aggro là, que je trouve un peu débilus. C'est Intercesseur d'assaut. Pour 3 couleurs Orzhov, c'est une 3/2 guerrier, initiative menace. Donc ça se pose là, quoi. Sur une phase d'attaque, tu le bloques pas trop. Non. Et surtout, il dit que à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. En fait, quand il touche le board, ce truc-là, il dit, est-ce que t'es sûr de Vras, quoi. Et, c'est clair. Parce que derrière, tu vas mettre un gros delta sur les packs un peu aggro. Un peu jeton aussi, t'imagines la gueule du truc, il y a un mec qui est devant avec le jeton, toi tu poses juste ça, et juste derrière, t'attends les Vras, quoi. T'es là, t'attends ta Vras, ou t'attends les Vras de l'autre. En gros, lui, tu le bloques pas déjà, quoi. tu bloques pas trop. Je trouve que c'est une créature très agressive. Et même si elle est pas insane, c'est un peu dur de trouver
enfin, tu vas chercher potentiellement un commandant qui synergise un peu avec de la destruction de créatures en face, pourquoi pas. Moi, je le vois bien. Moi, je vais certainement lui faire une place dans mon deck party. Ouais. Parce que c'est un guerrier et que il entre bien dans ce que je veux faire dans le pack. Ouais. Mais je trouve que c'est une belle créature d'aggro, tu vois. Et typiquement, c'est aggro, c'est un peu le macrosier qu'on a un peu du mal à gérer, à rendre efficient sans faire des combos derrière à la Crater of Behemoth ou ce genre de choses, tu vois. Et là, de base, bah c'est une créature qui fout la pression, quoi. Ouais. Et je pense que c'est le propre d'aggro de foutre la pression. Encore une fois, tu vois, on a une bête qui est intéressante, tu vois, elle a un autre intérêt en fin de partie. C'est-à-dire que tu poses ça quand le board il est rempli. Y a tout le monde qui a une petite goutte parce que pour le coup, t'as 4 bêtes, tu te fais brasser, bah tu prends 8, quoi. Oh mince, quelle angoisse. Et en plus en fin de partie, non. La carte est vraiment violente. Puis ça punit bien les jetons en soi. Donc, ça punit bien si t'overextend. Moi ça me plaît pas mal. Moi j'ai vu le prêtre sanguinaire qui est une 2/4 pour 4, lien de vie, et qui dit qu'à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, le prêtre sanguinaire inflige une blessure à n'importe quelle cible. Excellente carte. Excellente carte. Donc en somme, on gagne des points de vie quand même puisqu'il a le lien de vie, puisque c'est lui qui inflige des dégâts. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, il faut un delta. Et d'ailleurs, alors ce que je trouve un peu étonnant avec cette carte, c'est qu'il est mono noir alors qu'il inflige des blessures. C'est relativement rare. Alors il coûte 4, mais je trouve que sa capacité vraiment le mérite parce que du coup tu vas vraiment pouvoir target n'importe quelle bête. Voilà, ça a le bon goût d'être un clair, donc ça va trouver une place dans mon deck Shadowborns. Ça, c'est il a le bon goût aussi des 2/4 pour 4. Enfin dans les curves en fait, c'est au niveau des moi je le compare un petit peu à des Blood Artists et des trucs comme ça. Ouais. Donc les gros trucs à 2, genre Blood Artist, Officiant Cruel, machin, t'augmentes un petit peu, t'en as des trucs à 3, Vampire Vindicatif par exemple, je crois. Et derrière, tu as le prêtre sanguinaire qui est un peu le papa, tu vois. Il est là. Ouais, je suis d'accord. Et puis il bloque bien, quoi. Il a le lien de vie, il redonne des PV. Non, vraiment, c'est le fait qu'on puisse faire de la gestion avec lui, en fait, rend la carte vraiment un peu insane, ce qu'on peut pas faire avec les autres pingers, en fait. Donc, forcément, il coûte plus cher, mais en même temps, il est, tellement plus polyvalent. Que ça, enfin voilà, tu vas pouvoir gérer des planeswalkers, tu vas pouvoir gérer des créatures, et tu peux, comme n'importe quel pinger, tu vas pouvoir taper l'adversaire, quoi. Ouais. Donc très belle carte d'aristocrate. Je vois pas trop dans quel pack dans quel parc aristocrate tu mets pas ça. Hein. Ouais. Bah moi je vais essayer de la rentrer dans mon pack Felisa, mais faut que je regarde les packs, les trucs qu'il y a à enlever ou qu'il y a à mettre, parce que bon, ça commence à être un peu short au niveau des cuts, je sais pas quoi enlever. Enfin bon, on regardera ça un peu plus tard. Yes. Ok. Donc ensuite j'ai vu Abjurer le sorcier. Donc on espère, c'est un éphémère pour 4, donc un incolore et un blanc, un bleu, un noir, qui dit qu'on contrecarre un sort ciblé. Donc ça c'est classique dans du bleu, un peu cher pour ce que ça fait, mais derrière tu as une capacité activée ou ciblée et une capacité déclenchée ciblée. Déjà ce qu'on n'a pas forcément énormément, les capacités, le contre de capacité activée ou déclenchée, je crois pas qu'il y en ait tant que ça. Non, il y en a pas des masses. Ça me fait penser à celui de Kaladesh qui coûtait 2 bleus, 10 elos, ça me faisait penser à 10 elos. C'est ça. Et derrière, son contrôleur perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Que contrôle nous par contre. Hein. Ouais. Oui, que vous contrôlez, ouais. Donc, je trouve ça violent. Très violent. Moi je trouve ça coûte cher. Je sais pas. En fait c'est un peu compliqué parce que c'est polyvalent en fait. Je trouve ça tellement polyvalent que tu t'en fous. Enfin je sais pas. Je suis mitigé.
en fait. Parce que tu vas vouloir jouer ça dans un pack qui swarm le board, donc potentiellement un jeu de token, en tout cas si t'as vraiment envie de la faire fonctionner. Et derrière, c'est une carte qui reste réactive. Ouais. Donc en fait, t'as plutôt... souvent dans les decks très proactifs, donc notamment les jeux tokens, t'as envie de crasher un board et de conserver quelques mana pour un contre, tu vois. Mais là, 4, du coup, c'est pas un petit compte, quoi, tu vois. C'est un gros compte, donc ça implique... En vrai, tu l'aurais diminué de 1 et t'aurais enlevé la dernière capacité, ou tu aurais gardé la capacité comme ça? Toi, si t'étais designer, t'aurais fait quoi? C'est Esper quand même. Ça demande d'avoir les 3 couleurs ouvertes. Là où chez un commandant, avoir le plus de couleurs possible, c'est une force. Quand t'as une éphémère, c'est plutôt une faiblesse. Ok. Est-ce que j'aurais retiré un mana? Peut-être. J'aurais peut-être retiré un mana. Ouais. Ça me semble cher, 4. 3 c'est cher, mais pas tant que ça. Mais après, il faut quand même avoir une couleur de chaque, ce qui est pas tout à fait évident. Ouais, je vois ce que c'est. Ça fait même en fait, quand tu vois à quel point même Counterspell des fois, le fait que ça coûte 2 bleus, ça te demande de faire des choix à ta main phase pour garder 2 bleus up. Ouais. Là, tu vas vraiment devoir faire des choix, tu vois, de dire bon, je vais pas pouvoir jouer ça ce tour-ci parce que il me faut un blanc, un bleu, un noir en backup. D'accord, ouais. Donc c'est pas rien, jouer une éphémère tricolore. Je sais pas, j'ai pas la solution. Ouais, je vois. Je suis mitigé, je pense que je pourrais tourner en boucle pendant 10 minutes sur la question, mais en tout cas 4 ça me paraît cher. Peut-être, tu vois, dire voilà, bon, effectivement il coûte 3, mais derrière tu perds un nombre de PV égal au sort, égal à la manu du sort que t'as contré, quoi. Ouais. Ou quelque chose comme ça, Ouais. enfin, ou du coup qui a été payé, ou... Ok. Peu importe. J'aurais mis, quitte à réduire le coût, peut-être, une faiblesse. Mais en tout cas, 4, ça me paraît cher pour un deck proactif. Ok. Sinon, dernière carte que j'ai, l'une des dernières cartes que j'ai en tête, c'est le commissaire Severina Rain, qui est un commandant en Orzhov, pour 3, un blanc, un noir. Ouais. C'est une 2/2. Et à chaque fois qu'elle attaque, chaque adversaire perd X points de vie, X étant le nombre d'autres créatures attaquantes. Bon. Yes. Ça, c'est fluff, c'est le côté commissaire, c'est-à-dire que c'est les chefs de l'armée régulière de l'Imperium. Donc plus t'as de garde impériale, plus t'es content. Et du coup, plus tu tapes fort. Et tu as du coup, pour 2, sacrifier une autre créature. Vous gagnez 2, vous piochez une. Et c'est une 2/2. Moi je l'aime beaucoup parce que elle est aggro. Elle a un côté sacrifice plus pioche et qui fait gagner des points de vie. En général, en noir, quand tu pioches une carte, tu perds des points de vie. Là, tu gagnes des points de vie. Là, t'en gagnes, ouais. Là, c'est cool. En vrai, la carte est grave cool. Donc, je suis d'accord. La carte est chouette. En fait, voilà, ça colle à cette thématique en fait token, globalement. Et tu vas bourrer et pour chaque créature avec laquelle tu bourres, tu vas infliger des PV. Non, c'est chouette. Puis c'est chaque adversaire. Ouais, c'est chaque adversaire. Donc c'est ça. t'attaques un cum avec 3 tokens et elle, c'est chaque adversaire qui prenne 4 et après on commence à parler bloqueur. C'est ça. Et moi j'aime bien ce genre de carte. Je vois directement où je peux la rentrer et je vais direct la commander elle, par exemple. Je sais. Ouais, non mais en fait c'est vraiment pas mal parce que voilà, t'as elle plus 3 2/2. Ouais. T'attaques avec les 4. À chaque fois que elle est obligée d'attaquer aussi. Ouais. Donc du coup, tu vas infliger 4 à chaque adversaire. Là, le mec il te dit je bloque tel token, tu dis attends, je paye 2. Ouais. Je sacrifie mon token, je pioche 2, je pioche une carte. C'est OK. Franchement, c'est plus que OK. Ouais. Fait rien que elle toute seule avec des créatures vanilla, c'est déjà bien. Puis,
En plus, il a déjà perdu les points de vie, puisque c'est au moment où elle attaque. Non, c'est vrai. Bah, elle, c'est pareil, tu vois. Est-ce qu'on lui ferait pas une place dans Ishin, tu vois? Ouais. Ça se discute. Ah oui, puisque elle, par contre, elle travaille. Elle trigger sur le fait de faire les dégâts, puisque c'est au moment où elle attaque, et c'est la capacité de déclencher. Donc du coup double trigger. Double trigger dans Ishin, ouais. Non, c'est une belle carte, c'est un commandant qui donne envie de builder, quelque chose. Je vais peut-être m'en faire un petit truc ou la mettre dans plusieurs decks. Hein. Ouais, je sais que je vais en faire un truc. D'accord. Bon, on a fait le tour là à peu près des 4 decks. Bon, on n'a pas parlé de toutes les cartes, mais bon, il y en a beaucoup. Un petit mot peut-être sur la mana base. Ah, je la trouve. Elle est pas incroyable parce que c'est un préconstruit, évidemment. Ouais. Donc on va pas se retrouver avec des Raveland en plein milieu. S'ils le font un jour, c'est vraiment que Wizard craque. Sinon, écoute, moi je trouve la mana base est plutôt correcte. Ouais. Y a quand même des exclusivités dans les terrains comme comment ça s'appelle ? Le terrain Necron qui l'exile et qui fait de la réanimation. Oui, ouais. J'ai oublié d'en parler, j'aurais dû en parler. Il est exceptionnel, hein. C'est Forteresse Nécropole. Ouais. Il arrive sur le champ de bataille engagé, il peut faire un noir, bref. Et derrière, pour 5 et en l'engageant et en exilant la Forteresse Nécropole, on meule 4 cartes et on peut réanimer une carte de créature depuis notre cimetière. Lancer cette capacité qu'en rituel. En fait, il a plein de restrictions. Ça nous coûte 5, dont 3 noirs, plus l'engager lui, plus l'exiler. Donc ça fait beaucoup de restrictions. Mais on parle de quand même un land qui réanime une créature en fait. A priori, si on joue Bojuka Bog pour exiler des cimetières, je vois pas pourquoi on jouerait pas ça pour réanimer une bête, quoi. Et je trouve vraiment strong, quoi, hein, ce terrain. Il est chouette. Hein. Mais les mana base dans leur ensemble, moi je les trouve un peu faiblards. Un peu faiblards, mais elles sont pour un niveau. En fait, c'est que je me mets sur un niveau préconstruit, tu vois. Je me dis qu'elles restent correctes malgré le fait que ça soit ça. Puis il y a les rééditions des talismans dans chaque. Oui, ça c'est une belle chose. Je suis d'accord avec toi. S'il y a vraiment un truc à dire sur la mana base, c'est que il y a les talismans. Le talisman de progrès qui a été pas réédité depuis Mirodin. Ouais, c'est le Azorius. C'est ça, c'est le talisman Azorius qui, enfin, ça fait long, il commençait à coter un petit peu, là il descend du coup. Ça fait plaisir. Voilà, il y a ça, il y a pas mal de cailloux à mana qui sont dedans, qui sont plutôt cool. Ouais, je suis d'accord, c'est plutôt chouette. Voilà, bon, les terrains, c'est toujours pas les terrains des deck brawl, quoi, tu vois, où il y avait le Raveland et tout. Ouais. Mais bon, écoute, on a l'habitude d'être déçus de ce côté-là. Ouais. Niveau power level des decks, t'en penses quoi? Moi j'en mets 2 au-dessus, hein. En vrai, 2 bien au-dessus. Ouais. Je vais mettre l'Imperium et le Necron au-dessus. D'accord, ok. Suivi du chaos, suivi des tyrannides. Ah ouais, moi je mettrais le tyrannide plus haut que toi, mais ok. De toute façon, ça reste ça reste des compétitions de longueur de zizi un peu nul. Là tout de suite, oui. Et puis bon, il y a aussi l'affinité des factions qui fait que, mais. Ouais. Je pense que les 4 decks de toute façon sont relativement comment dire au-dessus de ce qui peut sortir en général. Ouais. En fait, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est pas que les 4 sont enfin il y en a un au-dessus des autres, c'est qu'il y en a qui seront plus faciles à prendre en main, je pense. Ouais, je suis d'accord. Pour les nouveaux joueurs que pour que d'autres. C'est-à-dire que le tyrannide pour moi va être un peu plus complexe à jouer que que le reste. Ouais, je te l'accorde volontiers. Ouais, en fait, tu vois, quand je repense aux précos de New Capenna, en fait, ils sont peut-être pas aussi forts que ceux de New Capenna quand j'y réfléchis. Ouais. Mais en tout cas, j'estime quand même que c'est du très bon boulot. Voilà, je suis pas du tout un fan, voire c'est quelque chose que j'aime pas trop, tous les univers qui se passent dans l'espace. Je suis pas un très grand fan de Star Wars et de ces choses-là. Donc du coup il y avait peu de chances que ça me plaise, et en fait ils ont réussi à m'avoir parce que je reconnais
je reconnais le bon travail quand je le vois, quoi. Ouais, Et là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de boulot. Ils ont été très très proches de Game Workshop pour faire ce taf, et ça se ressent. Ça se ressent, et ça arrive à me plonger un petit peu, mine de rien, dans l'univers. Et rien que ça, c'est vraiment un excellent point. Ils ont vraiment réussi à donner une identité à chaque deck qui est loin d'être random. Et ça me fait aussi très très plaisir. Il y a vraiment un gros taf qui est fait dessus. Et puis, alors ça, c'est peut-être un peu ça, c'est plutôt un point négatif, ou en tout cas un point un peu gris. C'est que il y a beaucoup de cartes qui sont un peu staple, quoi. Et ça fait exclusif, ça fait chier que ça soit exclusif. Ça fait chier parce que du coup, tu vois, on parlait du prêtre sanguinaire, t'as un peu envie de le mettre dans tous tes decks aristocrates, quoi. Ça, c'est un peu relou. C'est pareil, le Vexillus Praetor, enfin, ces cartes-là, ça fait un peu chier, tu vois. Enfin, c'est encore une carte qui va être compliquée à se procurer. En fait, c'est là où c'est gris, c'est que t'es content d'avoir de bonnes cartes dans ton préconstruit. Mais t'as pas envie d'acheter un préconstruit pour ça. Non, c'est fait. Et donc du coup, c'est forcément un peu dommage de devoir partir en quête de ces cartes-là. Il y en a un qui te parle plus que les autres. Est-ce que déjà tu vas en acheter hein? Alors, en acheter, je vais peut-être le faire, c'est pas sûr. En tout cas, je vais faire des singles, ça c'est clair. Ensuite, moi, ce que je pense par rapport à tout ça, j'avais parlé de crainte. J'avais peur qu'il dénature un petit peu l'univers, qui le lisse un petit peu, ce qui n'a pas forcément été fait, donc ça j'en suis content. Ensuite, ils ont pas rempli toutes mes envies, c'est-à-dire qu'il y avait il manque des cartes en fait, il manque des personnages qui auraient dû être là parce que important pour l'histoire, important un peu à la Abaddon, quoi, un peu les stars. C'est ça, un peu qui n'y sont pas. Peut-être qu'ils en feront une tournée, je sais pas. Ça serait peut-être rigolo de revoir des decks parce qu'il y a d'autres races à côté. Là, ils ont sorti d'ailleurs une toute nouvelle race qui s'appelle la Ligue Votan. Donc c'est des nains de l'espace, en gros, c'est des nains un peu férus de technologie, enfin bref. Et du coup, ça serait bien de refaire entre guillemets peut-être, bien sûr, peut-être refaire un cycle avec les cartes qui manquent, bien évidemment, mais avec du coup les autres races majeures du truc qui sont les Tau, les Eldar noirs et la Ligue Votan du coup, qui seraient pas mal. Sinon... J'ai entendu parler d'un Secret Lair Warhammer 40 000 et aussi Age of Sigmar, je crois. Ah, Age of Sigmar, ouais. Donc ça c'est donc ce qui suit Warhammer Battle. Ouais. Pour faire un peu l'historique, Warhammer Battle, donc il y a eu la fin des temps. Ils ont détruit le monde et ils sont repartis sur du coup qui était de la Dark Fantasy, ils sont partis sur de la High Fantasy cette fois avec Age of Sigmar. Mais toujours avec ce côté assez grimdark, assez assez sombre parce que ça reste Warhammer quoi. OK. Et parmi ces decks, si on avait un, tu devais en choisir qu'un, ça serait lequel? Ton préféré? En vrai, mon préféré? Ouais. Alors mon cœur vacille entre le Chaos et l'Imperium, mais ça c'est ça c'est parce que d'un côté t'as les personnages préférés et de l'autre t'as le jeu sur Magic qui reprend. Mais je pense que je prendrais le Esper. En vrai, si je devais choisir, je prendrais le Esper. Donc tu préfères les mécaniques du Esper, mais ton cœur est plutôt chez le Chaos, quoi. C'est ça. C'est les armées que je joue avec lesquelles j'ai commencé, donc ouais. Alors moi c'est rigolo parce que en tant que deck dans sa globalité, je crois que je préfère les Necrons. Ouais. Je trouve, l'ambiance me parle, tu vois. Mais par contre, ce que je vais monter, ça va être Tyrannide. Du coup, Magus Lucius Kane. Ouais. Je vais monter ce pack-là.
Mais voilà, tous ils me plaisent. Moi c'est l'Imperium qui me parle un peu plus. Je suis moins immergé dedans, mais sinon je trouve que l'ensemble est vraiment un excellent produit. Et puis je suis hyper content de trouver des Arcane Signet avec des arts différents. Ouais, et puis c'est clair. Ils ont fait même les rééditions comme Darkness, comme Sword to Plowshare. Ils se sont amusés à faire des artworks différents. Ils se sont amusés à faire toutes les cartes avec plein d'artworks de partout. Et ça c'est et cool. puis enfin c'est pareil, tu vois, enfin les textes d'ambiance, il y a même le nom de certaines cartes qui sont des références directes au lore, que ça soit à travers des rituels ou des éphémères. Et il y a vraiment un travail même des enchantements. Je pense à Flesh is Weak là, qui est un enchantement dont on n'a pas parlé mais qui est stylé. Non mais voilà, enfin avec avec l'ombre dans le warp et tout par exemple, enfin c'est des références directes, tu vois, ils ont pas mis des trucs vraiment random. Abjurer le sorcier, c'est Deny the Witch du coup dans les codex, c'est une référence, il y a et ils ne connaîtront pas la peur qui est, enfin quand j'ai vu la carte j'ai fait wow, trop stylé, ils l'ont fait. Trop bien. Bon, donc, du coup ça récompense pas mal les fans de la licence quoi. Ouais, en vrai ils ont bien fait ce travail là. Ok. Ouais, ils ont bien travaillé. En vrai je suis content. Bon, du coup on arrive un petit peu à la fin de l'émission. Est-ce que t'as une œuvre culturelle à partager aux auditeurs? Eh bien oui, je vais partager donc le premier et l'unique de Dan Abnett, qui est un réalisateur qui a fait les Gardiens de la Galaxie par exemple, mais qui travaille beaucoup avec Games Workshop sur les bouquins. Donc il a fait le premier et l'unique, et je vais parler de l'Horus Heresy, donc c'est comment on est arrivé à 40K en fin de compte. C'est comment ça s'est passé. Donc c'est des bouquins sur le lore de 40K. Sur le lore de 40K, ouais. Ok. Je vais parler du coup le tout premier bouquin que j'ai lu, c'était du coup en 30K de l'Horus Heresy, c'est l'Ascension d'Horus. Et le deuxième bouquin que je veux parler, c'est Saturnine, qui a été une bombe dans le lore 40K. Voilà. Donc je t'enverrai tous les liens en message pour que tu les affiches et que tu les mettes tranquillement. Allez, super. Voilà. J'essaierai de trouver des visuels. Ouais. Bon, mais merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Zvarog, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, merci à toi déjà de m'avoir invité. Franchement, c'est grave cool. On peut me retrouver sur YouTube. Je vais me mettre petit à petit sur Discord aussi, sur Twitter, carrément. Parce qu'il faut qu'apparemment il faut communiquer avec les gens. Ouais, faut montrer qu'on est là, il faut dire des trucs. C'est ça. Faut dire des trucs. Du coup, on va se mettre un petit peu sur Twitter. Sinon, on peut sur Twitter, Instagram, etc. Donc voilà. Mais pour le moment que YouTube. Pour YouTube et Discord, c'est les principaux où on va pouvoir me retrouver. Je suis très actif sur le discours de la tour de commandement. Ouais. Et sur les chroniques du commandeur. Voilà. Donc. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur le Discord de Magic C'est Chic, pour discuter building et amélioration de deck. Puis n'oublie pas, d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, de vous abonner, notamment sur YouTube, comme ça vous pourrez directement nous donner votre avis sur ces decks Warhammer 40 000 et me dire lequel vous avez préféré parmi ces 4 decks. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut! Allez, salut.